Carson, si vous souhaitez vous présenter et nous dire un mot. Bill Carson, j'imagine, c'est pas votre nom. Si c'est le cas, je vous laisse peut-être nous décliner votre identité et peut-être nous dire un mot d'introduction avant que nous ne puissions entamer le live. Monsieur Bill Carson. Monsieur Bill Carson, 2 fois. Monsieur Bill Carson, 3 fois. Donc apparemment, il n'est pas présent. On va donc le faire descendre. Bonsoir Marlise et bienvenue sur ce live. C'est la première fois que je te vois monter sur mon live de décryptage de la pensée du professeur. J'en suis... C'est pas la première fois. Hey! Peut-être 2 fois. D'accord. On avait fait le live pour la journée de la femme ensemble. Mais là, c'était pas la pensée du professeur, hein. C'était autre chose, je pense, pour la journée de la femme. Bon, oui, c'est vrai que c'est pas. Mais lundi passé, j'étais là. On a décrypté la pensée du professeur ensemble. Je retire du coup mes propos avec toutes mes excuses et je te prie de passer. Donc, voilà. Ton mot introductif avant qu'on ne démarre, donc, du coup. Non, juste pour dire qu'on est prêt. Les tenants sont en rang. On est là. C'est tant mieux. Alors, on va donc démarrer. Que se passe-t-il? Nous écoutons régulièrement lorsque nous démarrons. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tambawa, des bambous tous au divin majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle. Les torrents de la Sanaga, le déravine, le seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manèques Bouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse. Ces armes battants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le Kousseri, Abaturi, de Bakassi à Kierosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage
sur les sillons de ta renaissance. Voilà. Donc, nous sommes tous engagés sur les sillons de la renaissance du Cameroun. C'est un pays qui a plus que jamais besoin de cette renaissance-là. Tous les signaux sont au rouge, tous les signaux sont vraiment à l'alarme maximale parce que toutes les composantes de notre société, toutes les couches sociales, tous les corps de métier se sentent touchés. La nation est plus que jamais désagrégée. Elle est aujourd'hui en réalité une poubelle géante, objet de toutes les moqueries des autres nations africaines qui jadis se trouvaient dans une position beaucoup moins enviable que le Cameroun qui, à l'accession de Monsieur Biya au pouvoir dans les années 80, était un pays à revenu intermédiaire qui avait un certain nombre de structures économiques qui fonctionnaient parfaitement, de structures sociales aussi, de structures éducatives. C'était d'ailleurs le pays dans lequel les gens respectaient ne serait-ce que l'hymne national. Il me souvient que quand nous étions petits, quand on chantait l'hymne national, tout le monde devait s'arrêter et que ceux qui avaient le malheur de ne pas le faire, s'il y avait un homme en tenue qui passait, c'était certainement une interpellation immédiatement. Au moins pour faire en sorte que la personne respecte la levée des couleurs, comme on le dit généralement dans notre pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pour habitude de commencer par l'hymne de notre pays. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait de nous une nation, c'est ce qui fait de nous un territoire qui n'est pas un simple territoire sur lequel des individus épars qui se reconnaissent uniquement en termes de famille, en termes de clans et de groupes se retrouvent, mais un pays, une nation, c'est effectivement partager ensemble quelque chose, un sentiment d'appartenance, un sentiment de destin commun, de volonté de bâtir. Le Cameroun était indispensable. Si elle était indispensable, c'est d'ailleurs parce que la vision à la base de ceux qui ont voulu en faire une nation était une vision d'unification, d'unité, pour que le Cameroun puisse se former véritablement après les périodes de domination et d'oppression de nations étrangères, que le Cameroun puisse se constituer en un ensemble suffisamment fort, suffisamment puissant, suffisamment uni, suffisamment prospère pour protéger l'ensemble des fils et des filles de notre pays. C'est pourquoi nous ne manquons jamais de saluer la mémoire des héros nationaux qui se sont battus, qui se sont donnés jusqu'à la dernière goutte de sang de manière à ce que nous ayons le peu d'indépendance dont nous profitons aujourd'hui. Et les figures sont chantées dans l'hymne. Il s'agit de Ruben Umniobe, de Félix Roland Moumié, de Castor Ossiende Afana, d'Abel Kingé, de Douala Mangabel, de Moumié, donc Félix qui a déjà été cité, de Ernest Wandier notamment, mais aussi de figures dont on ne parle moins, pourtant qui sont des figures majeures de l'histoire de notre nation. C'est notamment les figures de Jacob Fossi, de Jean Bouindeux, les figures de Castor Ossiende Afana, très importante figure d'ailleurs, une figure intellectuelle de haut plan, qui a choisi également de se sacrifier pour notre nation, Castor Ossiende Afana, mais c'est aussi des figures un peu moins connues encore comme Martin Singap, comme Gabriel Tabeu et autres qui se sont vraiment battus, qui se sont donnés, qui ont finalement payé le prix fort de leur vie pour que nous puissions aujourd'hui donc commencer à parler d'une nation camerounaise. On va rentrer donc dans le décryptage de la pensée du professeur Maurice Kamto de ce jour. Le texte nous dit, donc la pensée numéro 60, il est sans doute bon que les citoyens aient peur de la loi. Il est encore mieux qu'ils adhèrent à la loi. La peur de la loi cache le désir de s'en démarquer à la première occasion. L'adhésion à la loi traduit la conscience de son utilité indispensable au fonctionnement harmonieux de la société. C'est en respectant la loi que les gouvernants ou ceux qui sont chargés d'assurer son application enseignent au reste des citoyens la nécessité d'adhérer à la loi. C'est cette pédagogie du respect de la loi qui transforme chaque citoyen en gardien de la loi et donc du bon ordre social. Ils allègent et facilitent, ce faisant, la tâche des agents de maintien de l'ordre. Le « il » ici est donc mis pour les gouvernants. C'est important de lire ce texte
d'une traite parce que c'est un texte qui est homogène, hein, qui est cohérent, c'est tout un ensemble. Mais nous allons essayer, comme habituellement, de le prendre partie par partie pour en comprendre les contours, les détails, les aspects les moins perceptibles comme ça de prime abord. Quand le professeur Maurice Kamto dit, il est sans doute bon que les citoyens aient peur de la loi. Pourquoi il le dit? Mais c'est à mon sens parce que effectivement, l'élément qui empêche que l'homme ne fonctionne comme à l'état de nature, c'est-à-dire que si les hommes ont décidé de faire des sociétés, d'organiser la vie en société, parce que l'homme ne peut pas vivre de manière isolée en général, il faut donc vivre en société, mais on s'est rendu compte que les rapports entre les hommes ne pouvaient être que des rapports qui doivent être régis par un ensemble de règles, parce qu'en l'absence de règles, c'est l'anarchie. C'est la loi du plus fort, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Et dans ce contexte-là, malheureusement, des violations des droits de l'autre, des violations de la personne de l'autre, des violations de l'intégrité physique de l'autre, de l'intégrité morale de l'autre, de la propriété mobilière et immobilière de l'autre seraient fréquentes. Imaginez un simple contexte dans lequel chaque individu dans la nation serait en mesure de se lever le matin et de décider de ce qu'il veut faire de manière totalement libre. C'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin, il peut décider que la première voiture qu'il rencontre dans la rue, le premier immeuble qu'il trouve dans la rue, ça lui appartient. Imaginez un scénario de ce type-là. On est tout à fait d'accord que ce serait une anarchie sans pareil, que quelqu'un décide, si je rencontre un enfant dans la rue, il m'appartient. À partir du moment où je le rencontre, il est de ma propriété, je le prendrai et il travaillera désormais dans ma plantation du matin au soir sans repos et autres. Si chacun pouvait fixer donc ses règles de fonctionnement dans la société de cette façon-là, il est évident qu'on aurait une anarchie qui ne permettra à personne de vivre de manière paisible, de profiter. C'est l'anarchie la plus totale. C'est pourquoi les lois ont donc été fixées pour encadrer les rapports des individus dans la société, pour protéger l'individu et ses biens dans la société, protéger son intégrité physique, son intégrité morale, protéger également sa propriété matérielle et immatérielle. Et c'est donc pourquoi on se retrouve donc dans nos sociétés avec des lois. Il est important aussi de souligner que les sociétés africaines, contrairement à ce qu'on peut croire, les lois ne sont pas simplement, ne doivent pas être comprises uniquement comme les lois au sens occidental du terme, c'est-à-dire à partir du moment où les Occidentaux arrivent avec un code civil, par exemple, et ils nous disent, ben oui, le code civil dit que si Monsieur Fotsing est propriétaire des 3 bananes, vous pouvez pas y toucher, c'est sa propriété, ainsi de suite. Nous avions déjà nous-mêmes dans nos sociétés, vu que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, c'est la toute première humanité, l'Afrique, avec des fouilles archéologiques qui donnent par exemple Toumaï au Tchad et d'autres Lucie et d'autres restes, d'autres vestiges humains qui remontent à plusieurs milliers d'années alors que la vie n'était même pas encore présente sur d'autres continents. L'Afrique est donc le berceau de l'humanité. Les civilisations africaines sont les premières civilisations. Or, qui parle de civilisation dit société organisée, structurée, fonctionnant avec un ensemble de règles. Et ces règles-là, donc, c'est simplement ce qu'on appelle donc la loi. C'est ce que le professeur Mouskamto appelle la loi. Dans nos villages, dans nos royaumes antiques et autres, il y avait toujours des règles qu'il fallait respecter. Il y avait le roi qu'il fallait respecter. Il y a par exemple le sultan chez les Bamoun. Il y a les Fon, les Mbombok par exemple, les chefs, et les Mbombok aussi du côté des pays Bassa, et ainsi de suite. On a en pays Bamileke les Faux, et puis il y a dans toutes les autres parties de l'Afrique d'autres dénominations pour montrer la hiérarchie qu'il y a dans la société. Et ce qui dit hiérarchie dit donc organisation, mais dit aussi règles de fonctionnement dans la société. C'est pourquoi nous avions des valeurs que nous appelons aujourd'hui uniquement des valeurs, mais qui étaient simplement nos règles à nous, nos lois à nous pour organiser nos sociétés africaines. Les lois en question disaient par exemple qu'il faut respecter les aînés, qu'il faut honorer son père et sa mère, que il ne faut pas prendre la chose d'autrui, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas faire de faux témoignages, ainsi de suite, qu'il ne faut pas tuer autrui. D'ailleurs, la toute première déclaration
des droits de l'homme est une déclaration en Afrique qui est rédigée. Quand on parle de déclaration, on parle d'une déclaration rédigée. C'est la charte du Mandé. Et avant la charte du Mandé, on a naturellement les règles d'organisation et de fonctionnement de grands empires antiques qui sont, par exemple, les empires du Mali, les grandes civilisations dites pharaoniques, donc les civilisations africaines de la vallée du Nil, l'Éthiopie et consorts. Donc, toutes ces civilisations-là ont pu se développer, ont pu encadrer donc la vie des hommes de manière à ce que les hommes puissent se reproduire, se soigner, se nourrir, avoir une propriété, évoluer, se marier, faire des enfants, parce qu'il y avait des règles de fonctionnement, parce qu'il y avait des lois. Et c'est parce qu'il y a ces lois-là que les gens, justement, sur la base de la crainte d'enfreindre les lois et donc d'être confrontés à la sanction qu'il peut y avoir lorsqu'on enfreint les lois, que les hommes ont commencé, mais qu'ils ont pris l'habitude de respecter donc les canevas qui sont fixés par ceux qui dirigent, qui sont fixés par les dirigeants. Et à partir du moment où on a donc des règles qui permettent d'organiser la vie sociale, un ensemble de règles qui vous disent par exemple, on ne peut pas faire un deuil tel jour, on ne peut pas marier une fille tant qu'elle n'a pas été dotée, ainsi de suite. C'est toutes ces règles-là qu'on appelle donc les lois qui organisent le fonctionnement d'une société. Et ces lois-là sont celles qui nous permettent justement d'éviter de vivre dans l'arbitraire, de vivre dans une nation ou de vivre dans une société où le dirigeant suprême pourrait se lever le matin et dire bon, la tête de tel et tel ne me plaise pas, je veux qu'on les décapite aujourd'hui. C'est ce qui se passait, en tout cas en Europe, en Occident à l'époque. Si le roi estimait un matin que vous aviez dit un mot de travers, si à son réveil il n'était pas de bonne humeur et que votre tête ne lui revenait pas, ils avaient le droit de vie ou de mort sur vous. C'était ça. C'était vraiment la souveraineté leur appartenait. Or, en ce qui concerne une république, quand on parle de république, donc la chose publique, la gestion de la cité justement sur la base que c'est tous ensemble que nous décidons des règles de fonctionnement de la cité, la souveraineté appartient au peuple. C'est l'article 2 de la Constitution du Cameroun qui le dit. La Constitution du Cameroun, justement, en article 2 dit la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, qui l'exerce pas simplement par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, et aucune fraction de la République, aucun individu ni aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est important de fixer cela. Pourquoi? Parce que ça nous montre que, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à l'idée reçue par certains qui sont par exemple venus ici nous dire que nous sommes des adeptes du professeur Maurice Kamto, qui pensent donc qu'on est dans une logique de christianisme ou de messianisme où il y a un messie, dont il y a des adeptes et dont justement le messie peut décider justement de la vie ou de la mort, où ils doivent se plier. Nous pensons que nous sommes en République, et si nous sommes en République, nous devons donc fonctionner avec les règles de la République. C'est important de le dire, mais surtout de le rappeler et de le réitérer le plus souvent, de manière à ce que les gens évitent de croire que nous fonctionnons sans règles. C'est ce que beaucoup ont cru. Paul Biya, le père de la nation, ainsi de suite et tout. Nous sommes dans une république. Il n'y a pas donc de père de la nation au sens de la république quand on devient simplement président. On parle de père de la nation pour ceux qui ont justement fondé les nations. Il faut rappeler que pour l'histoire du Cameroun en particulier, nous étions, avant l'arrivée des envahisseurs, que l'on appelle des colons, nous étions un ensemble de groupes ethniques, d'ethnies ou de groupes ethniques. Nous étions donc que n'arrivent les premiers hommes qui pensent que nous devons tous nous mettre ensemble pour former une nation, justement. Qui disent, nous sommes un ensemble de peuples qui vivons sur ce territoire-ci, mais il est désormais indispensable et important que nous puissions devenir une nation, parce que c'est quand nous devenons une nation que nous sommes capables de nous protéger contre les ennemis étrangers, contre les envahisseurs étrangers, contre les oppresseurs étrangers qui arrivent donc sur le Cameroun à partir de 1884 avec le modèle justement d'oppression qui est celui de la colonisation. Il faut rappeler que le Cameroun est un territoire là où il y a eu aussi des déportations pour l'esclavage, et c'est important de le souligner, surtout en cette période fatidique où il y a quelques jours de cela, l'Union africaine a voté une résolution qui définit désormais la colonisation et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. C'est une avancée majeure, c'est une progression majeure dans la façon dont notre
continent entier se positionne par rapport à ces faits-là de l'histoire qui ont été imposés, qui ont été vécus sur notre continent, parce qu'ils nous étaient imposés par des gens qui avaient une plus grande force militaire que nous, une suprématie militaire et technologique par rapport à nous. Et ça nous montre aussi le fait que quand il n'y a pas de règles qui empêchent que les gens puissent se comporter comme ils veulent, on peut venir vous imposer tout et n'importe quoi. C'est ce que l'Occident a fait, c'est ce que l'Europe en tout cas a fait à partir des siècles de contact justement avec eux, tant durant la période où ils ont pratiqué ce que nous on considère comme étant la MAFA, c'est-à-dire une catastrophe, l'un des plus grands crimes qui ait jamais existé sur la planète Terre. Ensuite, ils ont changé de méthode pour venir avec la colonisation, mais ça montre simplement que l'absence de règles justement qui pouvaient régir les rapports et éviter que ce type de cas de figure-là se présente était quelque chose d'insupportable, d'intolérable, qui a conduit à des situations extrêmes, totalement atroces. J'ai été en Guadeloupe récemment, où je peux vous garantir que les séquelles sont encore bien visibles de tout ce que les nôtres ont pu vivre là-bas. Vous voyez des lieux de captivité, vous voyez des chaînes, vous voyez des endroits où ils étaient tenus, vous voyez voilà aussi leurs descendants, c'est-à-dire que nos frères qui sont là-bas, qui sont nés là-bas, avec un certain nombre de difficultés psychique à traverser justement le fossé qui a été creusé par ceux qui ont traité les nôtres de cette façon-là. Donc, on en revient toujours au même point. Pour qu'il y ait des rapports entre les hommes, entre les individus, il faut un cadre, il faut encadrer tout cela par des lois. Or, dans notre contexte à nous, les lois ne pouvaient naître qu'à partir du moment où on a pensé à passer du stade de peuples distants qui vivent ensemble au stade de ensemble de peuples qui deviennent un ensemble commun, homogène, sur un territoire commun et qui se donnent un gouvernement commun. Parce que imaginez le scénario dans lequel les Lamidés du nord du Cameroun, les Faux à l'ouest du Cameroun, le sultan des Bamoun, les rois ou les chefs traditionnels et les Mbombok de la Sénégal maritime et des pays Bassa et consorts, tous voudraient gouverner ensemble au même moment le territoire en question. Ce ne serait naturellement pas possible. Il faut donc des lois pour encadrer tout ça, pour dire comment est-ce qu'on devient donc celui qui guide tout cet ensemble, comment est-ce qu'on s'organise, quel est le territoire, quelles en sont les limites, quelles sont les lois qui vont s'appliquer, comment on utilise les ressources, comment est-ce qu'on protège les biens, comment est-ce qu'on protège. C'est notamment le cas si on vous accuse de trahison. C'est-à-dire que si vous dites, on vous a élu, le peuple camerounais vous a élu pour gérer et protéger ses intérêts, mais ensuite ils se rendent compte qu'en intelligence avec d'autres nations, vous êtes allez vous mettre au service d'autres nations contre les intérêts du peuple camerounais. Vous avez donc trahi. C'est pourquoi nous avons aussi la possibilité de croire que la loi camerounaise devrait s'interpréter, surtout pour le cas de M. Biya, qui nous a dit qu'il allait rendre compte du grand dialogue national à M. Emmanuel Macron, ne pas rendre compte qu'à son supérieur. Or, nous avons élu un président, quand il était élu, et potentiellement, s'il a jamais été élu de manière démocratique, ce n'est pas le cas, en tout cas, pour les élections dernières, que ce soit en célibataire, que ma future femme. Moïse Kamto qui a certainement gagné l'élection. Peut-être d'autres, il les aurait gagnés sans candidat potentiellement suffisamment capable de le secouer et d'inspirer confiance aux citoyens camerounais. Mais au moins pour ces deux élections-là, on sait qu'il n'est pas celui que le peuple a choisi. Mais mettons même qu'il est fraudé et qu'il soit finalement celui qui de fait et non pas par la loi, par le droit gouverne le Cameroun. Quand il va rendre compte du grand dialogue national, il viole les lois du Cameroun qui disent que nous sommes un État souverain. Nous sommes un État souverain, ça veut dire qu'il rend compte uniquement au peuple camerounais. C'est cela que l'article 2 dit. La souveraineté du Cameroun est uniquement adossée sur le peuple camerounais et non pas sur le peuple français ni sur le dirigeant français. Donc, si le président de la République du Cameroun va rendre compte d'un dialogue national au président français, il est en train de violer les lois du Cameroun. Il faudrait donc qu'il respecte lui aussi les lois parce que là, il s'agit d'un cas de trahison. Probablement, surtout s'il s'agit de cas où il rend compte sur des questions comme la division du pays et la scission du pays en intelligence avec d'autres nations. Il peut être donc considéré comme quelqu'un qui est en train de poser des actes de trahison, de haute trahison. Un lambda, elle s'impose aussi à celui qui est en charge de l'État, c'est-à-dire celui qui est au sommet de la hiérarchie et de la pyramide dans la gouvernance du pays. C'est pour ça qu'on dit donc, le professeur Moïse Kamto dit donc, il est important, il est sans doute bon que les citoyens
ait peur de la loi. Si Monsieur Biya avait peur de la loi, qui en définitive est le seul à détenir la souveraineté et donc le pouvoir, et à lui déléguer ce pouvoir-là. Il exerce simplement ce pouvoir-là en notre nom à nous, parce que nous l'avons voté. C'est notre vote qui donne le pouvoir finalement à ce président de la République. Si lui, le président, il comprenait, comme le professeur Moïse Kamto le dit et le comprend, que tout le monde doit se soumettre à la loi, quand il dit les citoyens ici, il ne parle pas des citoyens en s'excluant lui-même. Lui-même, il s'inclut dedans. Il est sans doute bon que les citoyens aient peur de la loi. C'est parce que nous avons des citoyens donc au Cameroun désormais qui n'ont plus peur de la loi, qu'on peut voler impunément, qu'on peut mentir impunément sur des plateaux de télévision, qu'on peut détourner de l'argent impunément, qu'on peut faire attribuer des contrats d'État de gré à gré. Donc comme ça, juste on décide comme ça, on ne fait pas d'appel d'offres, on ne fait pas de candidature, on ne cherche pas à trouver qui est le meilleur prestataire pour une construction quelconque au Cameroun, et on attribue de gré à gré. C'est parce que justement un certain nombre de citoyens aujourd'hui au Cameroun pensent qu'ils n'ont pas peur de la loi. La loi ne veut rien dire pour eux. C'est parce que justement ces citoyens n'ont pas peur de la loi que le Cameroun interdit la pratique de ce que vous connaissez, les wobbies, et que dans le même temps, la fille même du président de la République dit je m'en fous, je m'en contrefiche, je le pratique, et je vais même aller jusqu'à revendiquer sur les plateaux de télévision étrangers que je souhaite être celle qui va faire changer les lois dans mon pays, alors que pour le moment la loi n'a pas encore changé et qu'elle doit donc être appliquée et applicable par tous et à tous. Donc on se rend bien compte aussi qu'il y a énormément d'exactions, notamment des cas de violation des droits des citoyens. C'est le cas pour tous nos militants qui sont encore en prison aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'occasion ici de se rappeler que nous avons des gens qui sont comme les leaders de l'UPC autrefois en train de payer un lourd tribut, un lourd prix pour leur engagement, pour leur besoin, leur volonté de dire nous voulons voir notre pays changer, nous voulons que les gens respectent les lois, nous demandons que les gens rendent compte sur comment ils ont utilisé les 3000 milliards de la CAN, nous demandons que les gens rendent compte de l'utilisation des fonds de la Covid, nous demandons que les gens rendent compte de pourquoi est-ce qu'il y a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, il faut la stopper, ainsi de suite. Ce sont ces revendications-là que portent les militants du MRC qui sont en prison aujourd'hui. Ils disent simplement nous voulons plus de souveraineté, nous voulons la possibilité de choisir librement comme peuple souverain nos dirigeants et non pas qu'ils soient cooptés par des puissances étrangères. C'est tout ça qui nous pousse donc à dire que tant que tous les citoyens n'intègrent pas la nécessité de respecter les lois et d'avoir peur des lois, pour ne pas les violer, on trouvera toujours les gens comme les Emmanuel Lebeau, qui travaille au ministère des Finances, si je ne me trompe pas, à l'époque, qui va donc falsifier le fichier informatique, parce qu'il est responsable de la cellule informatique, pour introduire des milliers de noms fictifs, de fonctionnaires fictifs, et toucher des centaines de millions de francs CFA par mois. Lui et tout son réseau, parce que c'était un réseau avec des banquiers notamment. C'est pour ça aussi que vous avez tout un gouvernement aujourd'hui en prison, parce que des gens pensent qu'ils peuvent se servir dans les caisses de l'État exactement comme ils veulent. Et c'est finalement leur propre chef, celui qui les a nommés, qui leur a fait confiance, qui est obligé de les arrêter tous pour les mettre en prison, même si on sait tous que finalement, il les a choisis simplement au volet comme ça, en termes d'adversaires politiques, et non pas parce qu'ils voulaient arrêter tous ceux qui ont volé. S'ils devaient arrêter au Cameroun, si on devait arrêter tous ceux qui ont volé et violé les lois au Cameroun, tout le monde qui est dans le régime du RDPC sera en prison. D'ailleurs, leur chef en premier, le monsieur Paul Biya lui-même sera en prison, pour la simple raison que il ne justifierait pas avec quels moyens il fait des dépenses de près de 2 milliards de francs CFA pour 10 jours à l'hôtel intercontinental à Genève. Ça ne s'expliquerait nulle part. Aucune loi au Cameroun ne permet de dépenser autant d'argent pour un séjour, fût un séjour du président de la République. C'est des violations de la prévarication, de l'utilisation abusive des fonds, de l'excès de pouvoir parfois dans certains cas de figure pour faire débloquer de l'argent dans des conditions qui ne sont pas les conditions qui sont prévues par les lois de notre pays. J'ai d'ailleurs vu récemment dans une enquête que les canaux qu'ils utilisent parfois pour payer ces sommes-là, c'est des demandes de transfert d'argent qui sont faites directement au Trésor français, qui gère notre monnaie. C'est au Trésor français qu'on a les réserves de change. Quand nous vendons du pétrole à la Chine, le gaz ici et là, ainsi de suite,
toutes les devises que nous encaissons sont versées sur les comptes du Trésor français qui, pour le moment, nous reverse 50% en francs CFA. Donc, généralement, un certain nombre de dictateurs, donc, et je pense que ça peut potentiellement être le cas pour Monsieur Biya, mais là, je parle au conditionnel, demandent directement au Trésor français de faire des virements pour des dépenses privées. Pour les ambassades, c'est évident. Ça c'est déjà vu. Il y a des documents qui ont circulé. Ils font faire des dépenses directement par les lignes des recettes de l'ambassade, ce qui n'est pas normal non plus. Il y a des canaux, il y a des mécanismes lorsqu'on est dans des procédures d'évacuation sanitaire qui devraient passer par des ministères et non pas par les ambassades. C'est tous les mécanismes donc pour ne pas respecter les lois camerounaises, pour violer les lois du Cameroun, donc qui donnent la nation que nous voyons aujourd'hui, où il n'y a pas d'hôpitaux qui fonctionnent correctement, où les lois, les ordures sont versées, mais personne ne vient s'en occuper, alors qu'il y a un budget mensuel pour justement le ramassage des ordures, où il n'y a pas d'eau et d'électricité dans une nation où les gens payent régulièrement la taxe, les gens payent régulièrement leurs factures, et que c'est des services publics minimum indispensables à la vie, qui devraient donc être assurés d'abord par l'État lui-même, c'est-à-dire c'est des notions de souveraineté. On ne sait pas, on ne connaît pas un endroit autre que dans nos nations, ou même pour donner loi à sa population, il faut passer par des entreprises étrangères. Ce n'est que au Cameroun qu'on trouve ça. Mais pourquoi? C'est simplement parce qu'il y a la faillite. La faillite, c'est que l'État du Cameroun a contracté un ensemble de dettes qu'il n'était pas en mesure de rembourser. Et comme il n'était pas en mesure de rembourser ces dettes, parce qu'il y a eu du vol, de la dilapidation des ressources de l'État, de notre argent à tous, on se retrouve avec des situations où on est en impayé. Et en impayé, les bailleurs de fonds internationaux nous imposent donc de privatiser nos entreprises. Tout cela est le résultat de la mauvaise gestion. Mais la mauvaise gestion est généralement le résultat d'une seule et une seule chose, c'est le manque du respect des lois par les citoyens. Le manque de crainte des lois par le citoyen. Si le citoyen savait qu'en volant 500 000 francs CFA, je peux être mis en prison, je peux être fermé pour 300 ans, pour 400 ans, ou pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, les gens ne voleraient pas de l'argent comme ça se fait au Cameroun. C'est pourquoi donc le professeur Moïse Kamto nous dit, et cette phrase s'applique à tout le monde, s'adresse à tout le monde, il est sans doute bon que les citoyens aient peur de la loi. C'est bon que les citoyens aient peur de la loi. C'est le premier mot introductif donc de la pensée du professeur Moïse Kamto ce jour. Franck Gekam qui est là, si tu souhaites dire un mot à ce sujet, le TSK également, Stan qui nous a rejoint, mais en priorité Marlise, qui est la dame sur le panel, on te laisse peut-être nous dire comment tu perçois cette phrase du professeur. Il est sans doute bon que les citoyens aient peur de la loi. Est-ce que toi-même tu as peur de la loi pour commencer, Marlise? Oui, j'ai peur de la loi, je respecte les lois, mais La République, qui est dirigée par le président de la République, alors que normalement, la loi du Cameroun, la constitution du Cameroun prévoit la séparation des pouvoirs. Donc, je suis d'accord avec toi que un certain nombre de lois sont taillées sur mesure pour un individu pour en faire un dieu. Mais il faut faire une distinction donc entre ces lois-là spécifiques qui donnent des pouvoirs excessifs ou qu'ils ne devraient pas, qu'elle ne devrait pas, en tout cas cette loi donner au président de la République, et surtout une loi comme le code électoral qui est taillé sur mesure pour s'assurer que personne ne peut réussir à donner les résultats à la place de l'organe qui est inféodé au régime en place. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut que la loi en question soit impartiale, qu'elle soit juste pour tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui est réclamé en général. Mais tout n'est pas à jeter non plus, et on ne doit pas non plus avoir l'impression que toutes les lois au Cameroun sont mauvaises. Le problème qui se pose, c'est au niveau de l'application de la loi. Et la loi n'est souvent pas appliquée parce que les gens n'ont pas peur d'avoir des sanctions derrière s'ils n'appliquent pas la loi. C'est pour ça qu'ils violent donc la loi. Mais en termes de loi, nous avons ce qu'il faut, nous avons suffisamment de textes. Le Cameroun est l'un des pays qui est considéré comme les mieux dotés en matière de législation, en matière de termes juridiques. Pourquoi? Parce que nous avons différentes influences qui ont permis de faire l'ensemble des lois qui gouvernent les rapports entre les hommes au Cameroun. Il y a l'influence du droit romain, qui est donc le droit français, si vous voulez, avec le code civil français, le code pénal et consorts, qui a d'ailleurs été revisité. Et le professeur Moïse Kamto y a contribué d'ailleurs, en ce qui concerne le code pénal, le code de procédure pénale surtout, qui n'existait pas, il a mis sur pied. Donc nous avons et les lois françaises et les lois qui sont faites par les juristes camerounais pour encadrer justement
un certain nombre d'éléments. Nous avons en outre le droit qu'on appelle la common law, c'est-à-dire que c'est la façon anglaise d'envisager le droit qui est appliqué dans la zone anglophone, mais qui globalement est reconnu aussi comme faisant partie des textes qui peuvent être utilisés au Cameroun dans un procès. Donc, ça complète déjà les droits de francophones ou romains, si on veut, d'origine romaine, mais avec les compléments qui sont apportés par des juristes camerounais. Et puis, on a en dernier ressort la coutume et la tradition, qui sont également des sources du droit et qui s'appliquent dans un certain nombre de cas de figure et de rapports globalement. Donc, avec la jonction de toutes ces trois sources-là, y compris la jurisprudence, qui est une quatrième source, c'est-à-dire dans certains cas de figure, notamment quand ça touche la Cour suprême ou quand ça touche le Conseil constitutionnel, c'est des organes qui sont considérés comme les plus hauts organes. C'est pour ça qu'on dit que leurs décisions ne sont pas susceptibles de recours ni d'appel, parce que c'est les plus hautes instances. Et il arrive des cas de figure où la loi n'a pas tout prévu ce qu'il faut pour pouvoir organiser ou gérer un rapport. Je vais vous donner un exemple très simple. Avant que Internet n'arrive en fonctionnement, il y avait par exemple des lois sur les malversations. Il y avait des lois par exemple sur les fraudes, sur comment on appelle encore ça, la piraterie et autres. Mais ces lois-là n'étaient pas des lois qui touchaient ce qu'on connaît aujourd'hui sur Internet comme étant donc les phishing et consorts, donc tout les phishing, le vol de vos données personnelles et tout. Il y avait donc pas une loi sur la cybercriminalité, si vous voulez. Et donc, il pouvait y arriver des procès dans lesquels le juge se retrouve avec l'arrivée d'Internet, avec un cas de figure dans lequel quelqu'un est accusé, mais d'avoir volé de l'argent sur Internet, c'est-à-dire d'avoir fait de la cybercriminalité, d'avoir peut-être volé de la crypto-monnaie, par exemple. Or, la loi camerounaise n'a pas prévu quelque chose de spécifique pour la crypto-monnaie. Dans ce cas de figure, on va devant les juges. Les juges qui sont incompétents pour créer et interpréter la loi vont décliner peut-être leurs compétences et renvoyer à des niveaux supérieurs. Mais au niveau de la Cour suprême était donc en mesure d'interpréter par rapport à d'autres textes qui encadrent donc justement les rapports entre les individus d'un point de vue à la cybercriminalité, même si la cybercriminalité n'était pas encore codifiée et contenue dans les lois. Il faut noter que aucune loi ne peut s'appliquer si elle n'est pas votée, promulguée et publiée. Il y a 3 étapes pour que la loi s'applique. La loi doit d'abord être votée, donc elle doit d'abord être adoptée à la majorité, comme prévoit les textes. Ensuite, elle doit être promulguée par le président de la République. C'est la deuxième étape. Mais après ça ne suffit pas. Il faut ensuite qu'elle soit publiée, généralement au journal officiel. Et ce n'est qu'à partir du moment où elle est publiée qu'on dit que tout le monde a donc connaissance de la loi. Et à partir du moment où tout le monde est censé avoir connaissance de la loi parce qu'elle est publiée, elle peut donc s'appliquer à nous. Dans le cas d'espèce, ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre, c'est que certaines situations peuvent être interprétées par le juge lui-même. Donc, il n'y a pas encore de texte sur la cybercriminalité, mais le juge estime que est-ce que le bien appartenait à quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que vous l'avez pris de manière frauduleuse? Oui. Donc, il crée ainsi un premier cas qui concerne donc la cybercriminalité, qu'on va donc appeler la jurisprudence, qui va donc permettre de déterminer tous les autres cas qui vont être similaires, qu'est-ce qui a été décidé précédemment. Et sur cette base-là aussi, on a donc une source du droit et de la loi qui permet de compléter les textes qui sont qui sont votés au niveau donc du Parlement. Voilà les sources différentes donc on a du droit. Le fait qu'il manque des lois, mais pour dire, il faut faire attention, tout citoyen doit devoir avoir peur et doit devoir respecter les lois. Donc, ce ne sont pas les lois qui manquent. Je termine là-dessus, je te redonne la parole. Ce ne sont pas les lois qui manquent. Il y en a vraiment suffisamment. Et elles sont assez bonnes en ce qui concerne le Cameroun. Même les excès de pouvoir ou bien le fait que M. Biya dirige le Conseil supérieur de la magistrature, s'il le dirigeait de manière en respectant les lois, c'est-à-dire en étant simplement en train de respecter les lois, on serait un pays qui serait parfaitement bien gouverné et parfaitement bien géré. Le droit administratif est bien codifié. On sait ce que chaque administration
l'administrateur doit faire, le droit public, le droit privé également. On sait exactement comment chacun devrait se comporter dans la société. Le problème qui se pose, c'est l'absence du respect des lois et le manque de crainte justement de la loi. Et c'est à ce stade que moi je dis, je suis d'accord que le citoyen devrait avoir peur de la loi. C'est généralement la peur de la sanction qui empêche, qui nie les capacités de l'homme à faire ce qui est injuste et répréhensible. Donc, Marie, Dans ce sens-là, je suis entièrement d'accord, hein. Et voilà, mais bon, je me suis dit vraiment, avec tout ce qu'on vit au Cameroun maintenant, où des gens créent des lois pour justement aussi enfreindre la loi, pour personnaliser, c'est pour ça que j'ai mis une certaine réserve. Mais sinon, je suis entièrement d'accord. On voit ici bien que l'application de l'article 80 a créé le fait qu'on n'arrive pas à mettre en application l'article 80 a créé, je sais pas, tu vas me corriger si je me trompe, un vide juridique, dans le sens où ni le Conseil constitutionnel ni la Cour d'appel ne peuvent contraindre l'ECAM à publier une liste électorale, en fait. Donc du coup, on se retrouve là, au final, qui doit faire quoi? Donc c'est aussi parce que des citoyens refusent justement de respecter la loi, on se retrouve en train et que les instances même qui sont quand même et qui doivent garantir vraiment que cette loi soit appliquée, refusent leur rôle aussi, et on se retrouve en train de tourner comme ça un petit peu en bourrique, tu vois. Non, mais sinon, je suis entièrement d'accord que tout citoyen, normalement, doit pouvoir connaître la loi. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, hein, que le professeur Maurice Kamto, en tant qu'homme de droit, il est le droit, il marche avec le droit. Voilà. Donc, dans la manière de nous rapprocher à la politique, nous a rapprochés par le moyen du droit, justement, où tous les Camerounais essayent maintenant de connaître un petit peu c'est quoi la Constitution, c'est quoi nos lois, quel article dit quoi, et plus les Camerounais sont informés, et plus ils sont désabusés, je pense. mais Donc, plus ils sont désabusés, mais plus ils seront aussi en même demain de savoir quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations, quels sont leurs devoirs, quels sont les droits et les devoirs des dirigeants, et de réclamer des comptes, de demander des comptes, de demander à ce que le pays soit géré correctement, et donc de parvenir à faire en sorte que la société camerounaise fonctionne mieux. Donc, on va passer peut-être la parole à Franck Gekam. Comment est-ce que toi tu perçois donc le texte du professeur, en tout cas la toute première phrase. Franck, est-ce qu'il est là? Franck une fois, Franck deux fois, trois fois, donc il me semble qu'il n'est pas là. À partir de 2008, en faisant sauter la loi sur la limitation de mandats dans la Constitution, la règle sur la limitation des mandats dans la Constitution. Et le professeur Maurice Kamto vous dit par exemple que moi, si j'arrive au pouvoir, je vais donc faire passer une loi qui va dire que désormais, les mandats non seulement doivent être limités à 2, mais au lieu d'un mandat de 7 ans qui est trop long, on va ramener les mandats à 5 ans. Si cela semble juste à tout le monde pour dire 7 ans c'est trop long, on peut faire 5 ans comme dans beaucoup d'autres nations. Le mandat est de 5 ans pour qu'on ait le temps de voir en 5 ans comment vous avez géré l'État. Et sur la base de comment vous avez géré l'État, soit on vous redonne un nouveau mandat, soit on vous dit non, si vous n'avez pas bien géré, il faut partir. Si tout le monde pense que c'est juste de diminuer donc le mandat de 7 à 5 ans, de limiter les mandats à 2 mandats uniquement pour éviter qu'une autre personne demain, comme M. Biadi, vais rester au pouvoir jusqu'à avoir 170 ans, 180 ans, comme il est en train de nous montrer qu'il entend le faire, on serait dans le cas donc de figure où il n'y aurait certainement pas de possibilité de penser que la loi fait simplement peur. On serait probablement, à mon avis, et s'il y a des gens qui pensent le contraire, est-ce que pour vous, par exemple, qui est en commentaire, est-ce que pour vous, c'est bon que les mandats passent de 7 ans à 5 ans? Est-ce que vous y adhérez? Est-ce que pour vous, c'est juste comme ça? Est-ce que c'est juste qu'on limite, qu'on passe des mandats illimités à 2 mandats uniquement? Vous pouvez mettre vos réactions en commentaire, et ceux qui sont sur le panel, n'hésitez pas à réagir dessus. On fait, par exemple, un sondage pour voir rapidement si oui ou non, les gens y adhèrent ou pas. Est-ce que, pour vous qui êtes sur le panel, vous seriez d'accord qu'on limite les mandats à 2 mandats uniquement, et que on ramène la durée du mandat de 7 ans à 5 ans. Est-ce que vous serez d'accord? Donc, il y en a
Le boy dit oui. Donc, Matt dit d'accord. Teda 5 ans renouvelable une fois. Donc, oui, oui. Donc, vous voyez que pour Dark Rock, qui est même derrière sur le panel, il pense 2 mandats de 4 ans. Donc, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais on voit bien que la tendance est majoritairement pour ceux qui pensent qu'il est bon il y en a pas mal qui disent 2 mandats de 7 ans. Hein. Donc, vous voyez que en réalité, c'est comme ça que ça se passe au Parlement. Donc, on soumet la loi. La majorité dit non, on préfère 2 mandats de 7 ans et on vote cette loi-là. Mais une fois que c'est voté, donc 2 mandats de 7 ans, est-ce que tout le monde y adhère? Est-ce que ça va à tout le monde? C'est ça la question. Et dès que tout le monde y adhère, donc, on a donc un État dans lequel tout le monde est d'accord sur les règles juridiques qui ont été fixées. Et sur les règles qui ont été fixées, donc, tout le monde non seulement adhère, mais ils ne respectent plus la loi simplement parce qu'ils en ont peur, mais surtout parce qu'ils y ont adhéré. Parce que eux, ils ont volontairement dit oui, je suis d'accord pour cela. Parce que moi, j'ai volontairement dit oui, je veux 2 mandats de 7 ans. Donc, j'adhère à cela, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le même principe est valable si on veut fixer la peine pour celui qui a, par exemple, volé un bœuf, pour celui qui a volé 5 millions, pour celui qui a volé 500 millions des caisses publiques, pour celui, par exemple, qui a détruit le bien d'autrui, pour celui qui a arraché la propriété d'autrui. C'est le même principe qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on va donc demander aux constituants, qui est l'ensemble donc des élus qui représentent le peuple, quelle est la sanction que vous pensez qu'on puisse appliquer à telle violation de droit de la loi. Ils vont donc décider qu'on entend d'abord par violation de la loi. Est-ce que le fait de se lever le matin et de sortir de chez soi et d'aller récupérer tous les biens qui sont dans la maison de l'autre, est-ce que ça c'est une violation de la loi? On dit oui. Si c'est une violation de la loi, quelle est la sanction qu'on peut mettre derrière ça? Les gens, certains m'ont dit on peut mettre 10 ans, 20 ans, ainsi de suite, et la majorité va l'emporter. Et une fois que la majorité va l'emporter, comme on l'a dit ici, les gens vont y adhérer parce que tout le monde s'y retrouve, parce que c'est normalement le résultat de la volonté de la majorité du peuple. Et comme c'est le résultat de la majorité du peuple, la logique voudrait que tout le monde y adhère. Et quand on adhère à une loi, on ne la respecte plus simplement parce que elle nous fait peur, parce qu'on a peur de la répression qu'il peut y avoir derrière si on la viole, mais parce que nous-mêmes on a participé en disant oui, on veut bien que la loi soit fixée de cette manière-là. Voilà à peu près ce que disent donc les 2 premiers paragraphes du texte du professeur aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens qui veulent réagir, je vous laisse réagir rapidement. Donc, bonsoir Vanessa qui nous a rejoint, bonsoir le boy, mais surtout bonsoir Dark Rock qui est arrivé avant. Honneur aux dames. Donc, Vanessa, si tu es là, tu peux dire un mot. Si tu n'es pas là, on passe la parole à Dark Rock. Oui, bien sûr, je suis là, mais je pourrais pas d'abord passer la parole à Dark Rock et après, je pourrais prendre après. Très bien, merci. Bonsoir, tout le monde. Je veux prendre la parole. Les amis, vous partagez le live, s'il vous plaît, tapotez, vous partagez, s'il vous plaît, les amis. Ok, donc comme là. D'abord, s'il te plaît, attends un peu, je veux prendre la parole. Il m'écoute? Apparemment, il aurait dit pas le problème. Oui, Franck. Ok, merci. Ce que j'entends par la pensée du professeur Kamto aujourd'hui, c'est un peu comme le président Laurent Gbagbo dit que nous écrivons les lois que nous ne croyons même pas en ça. C'est un peu ce qui se passe dans notre pays. Et quand le professeur, ce que j'entends, c'est que le professeur Kamto parle du peuple, y compris lui, y compris moi, y compris Paul Biya, y compris Eric Essoussé. Tout le monde doit avoir peur de la loi. Et moi, j'entends aussi la loi, c'est des choses normales. Donc la loi qui est normale, parce que nous avons les meilleures lois, mais que nous n'appliquons pas. Et si nous appliquons nos lois, on sera les meilleurs. Par exemple, dans des différents pays étrangers, par exemple comme la Côte d'Ivoire, vous allez voir, la Côte d'Ivoire, quand tu gagnes mal, on te coupe les points. Tu as 12 points, on peut t'enlever tous les points pour une journée. Et puis, pour venir renouveler encore ton permis, c'est 300 000 francs. Et du coup, tu vas voir, les Ivoiriens ont peur de la loi. Le policier aussi applique la loi. Du coup, quand on dit, peut-être en Cocody, que non, le taxi ne peut pas marcher sur tel tronçon. Et quand le taxi se retrouve dans le tronçon, là, lui-même,
est conscient que j'ai enfreint la loi et il ne discute pas avec le policier. Il est obligé de remettre son permis et puis on va couper les points qu'on doit couper et il va aller payer. Du coup, généralement, dans le coin qu'on a réservé pour les voitures personnelles, du moins pour les fonctionnaires, les taxis ne passent pas là-bas. Vous voyez que seulement ça, les Ivoiriens ont peur de la loi. Le policier ne peut pas t'interpeller en Côte d'Ivoire n'importe comment. Du coup, parce que la loi exige que ce n'est pas chaque fois que le policier doit se mettre en route pour t'interpeller, parce que tu as tes droits. Donc le policier lui-même, dans le cas précis là, a peur de te siffler parce qu'il va enfreindre la loi. Et le motoman, il n'y a pas de moto, le taximan ne peut plus marcher là-bas parce qu'il a peur que le policier va le sanctionner. Donc on ne peut pas négocier. Du coup, si Éric Essoussé avait peur de la loi, il devait nous donner la liste nationale. Du coup, ça devait encore encourager les Camerounais d'en bas de respecter aussi, eux, à leur tour, la loi. Donc pour moi, c'est bien de respecter la loi, mais ceux qui ont établi cette loi-là doivent nous encourager aussi à les respecter. Par exemple, vous pouvez partir au 7 avec un problème. Le gendarme va dire, bon, tu sais, tel article, et c'est même lui qui dit que je sais que tu ne peux pas respecter, tu fais comment? Du coup, la corruption s'installe. Et si on respecte la pensée du professeur Kamto, on n'a pas le droit de négocier quoi que ce soit à un policier ou à un gendarme. Et si on ne négocie pas, le policier ou un gendarme va se sentir coincé et nous tous, on va respecter la loi. C'est un Bien. peu ça que je... Pardon, soyons bref. Ok. Donc, tu étais arrivé au bout, il me semble. Oui. Ok, d'accord. Donc, merci. J'entends bien ce que tu dis, mais on va comprendre pourquoi justement le professeur est justement dans une logique qui répond un petit peu aux questionnements qui se sont soulevés durant ta prise de parole dans la prochaine phrase. Dark Rock. Oui, bonjour à tous. Salut Fossing. Et salut à tous les panélistes. Moi, je pense que, en fait, gouverner, c'est comme cultiver un champ. Hein. Si un agriculteur garde trop une même parcelle sans toutefois laisser que ça se régénère, le sol commence à s'appauvrir. C'est comme quelqu'un qui décide que je vais faire du maïs. Il ne change pas et il passe pas peut-être au soja pour nourrir encore le sol encore. Bon, là, le sol commence à s'appauvrir. Et ce n'est pas quelqu'un. De même que lorsque un dirigeant aussi s'accroche, je ne vais pas dire le président là qui est là à l'heure actuelle, il s'accroche uniquement au pouvoir, il finit par épuiser les ressources du pays et il freine par ainsi le développement. Donc durer longtemps au pouvoir freine le développement, pour moi, c'est mon opinion. C'est pourquoi moi j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit en commentaire que je soutiens un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Je soutiens un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Oui, et renouvelable une fois. C'est le temps qu'il faut pour s'aimer, récolter et transmettre un champ fertile à une nouvelle main, avec une vision encore fraîche et une énergie renouvelée. Un leader, par exemple, qui sait que son temps est compté, gouverne avec rigueur. On peut voir aujourd'hui Ibrahim Traoré, son temps est compté, il gouverne avec rigueur, sans s'endormir dans le confort du pouvoir. Il sait qu'il sera jugé sur ses actes du pouvoir et il garantit ainsi une alternance qui nourrit le progrès et l'espoir. Moi, c'est ce que je pense. D'accord. 4 ans, quand je dis 4 ans, c'est court. Peut-être c'est court, mais lorsque tu veux faire les choses, tu es aux aguets. Quand tu sais que ton temps est compté,
tu vas au-delà de tes performances. Je ne sais pas comment Il ne peut-être faut aussi expliquer oublier cela. que le Oui. fait d'organiser des élections très régulièrement, ça a un coût, parce que les coûts de logistique pour les élections, c'est des dizaines de milliards de francs. Et donc, l'organiser très régulièrement aussi, ça entraîne des dépenses beaucoup plus fréquentes. Naturellement, entre 4 ans et 5 ans, il n'y a qu'un an de différence. Mais à mon sens, 5 ans, c'est déjà un délai raisonnable parce qu'il faut quand même donner le temps à un gouvernement de se mettre en place. Prenons le cas du gouvernement d'Ousmane Sonko, par exemple, au Sénégal. Ils sont arrivés aux affaires au Sénégal. Le parti majoritaire à l'Assemblée était encore le parti de l'ancien président de Macky Sall. Ce qui veut dire que pendant la période où c'est le mandat des députés qui est en cours, c'est encore le mandat de l'équipe de Macky Sall. Ils ne peuvent pas faire passer les lois, en tout cas les propositions ou projets de loi, c'est selon le cas où c'est des députés ou c'est le gouvernement qui introduit la demande. Ils ne peuvent pas les faire passer parce que naturellement, l'équipe de l'opposant va bloquer les résolutions qui ont tendance à aller dans le sens contraire des réformes que eux ils avaient mis en place. D'où la nécessité d'avoir d'abord le temps d'arriver à l'élection législative et une fois qu'on a l'élection législative de surfer sur sa majorité présidentielle pour obtenir aussi la majorité à l'Assemblée. C'est généralement ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là uniquement, on peut faire passer les lois qui nous permettent de mettre en application le programme qu'on veut, la proposition qu'on veut. Pour vous donner un exemple très clair du cas de figure qui peut se produire au Cameroun, le MRC gagne l'élection présidentielle, mais à l'Assemblée, actuellement, c'est le RDPC qui est majoritaire. Le RDPC dit, le MRC envoie donc un projet de loi, le gouvernement MRC envoie un projet de loi à l'Assemblée qui dit, nous voulons ramener les mandats à 5 ans, nous voulons la séparation des pouvoirs et autres. Mais les députés RDPC peuvent simplement dire on vote contre. Et puis, la loi ne passe pas. Donc, il est indispensable qu'il y ait d'ailleurs le temps que l'équipe gouvernementale qui arrive donc au pouvoir ait aussi la majorité au Parlement. Et à partir du moment où ils ont la majorité au Parlement, ils peuvent maintenant entamer les réformes législatives qui sont nécessaires pour pouvoir appliquer le programme de gouvernance qu'ils ont prévu. C'est des exemples concrets. Le MS entend mettre sur pied des assemblées des autorités traditionnelles. On entend faire le fédéralisme et probablement supprimer un certain nombre de ministères et de portefeuilles ministériels qui sont des doublons, qui sont des dépenses inutiles, mais qui sont des postes dans lesquels il y a beaucoup, des ministères dans lesquels il y a beaucoup de gens qui sont du RDPC ou des affiliés du RDPC qui sont en train de travailler. Vous faites une réforme de loi qui veut changer donc le nombre de portefeuilles ministériels. Ils vous disent non, on vote contre. Vous êtes bloqué. Vous n'avez pas moyen de faire autrement. Surtout que vous-même, vous êtes les premiers à dire qu'il faut respecter les lois. Donc, il est donc indispensable de comprendre qu'il faut du temps, en tout cas pour ce qui concerne donc les mandats, notamment quand on arrive au début, premier point. Mais deuxième point, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Pour gérer un pays, justement, mettre ensemble en place les lois, voir comment ça fonctionne, faire les modifications qu'il faut et tout ça demande du temps. Donc 5 ans me semble raisonnable. Maintenant, retournons uniquement sur les deux premières phrases du professeur qui dit « Il est sans doute bon que les citoyens aient peur de la loi. Il est encore mieux qu'ils adhèrent à la loi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Moi, dire quelque bon, chose à quand ce il sujet? dit cela, qu'il faut avoir peur de la loi, en fait, dans sa pensée, moi, je pense qu'il dit il faut craindre la loi. C'est comme un enfant et son papa. Il dit il a pas peur de son père, il craint son père. Et au même moment, il aime encore son papa. Il adhère volontairement. Il épouse cela volontairement. Il est conscient de cela. C'est ce que moi j'entends par là. D'accord, je vois. Mais pour le cas de l'enfant, on peut dire que l'enfant aussi peut dire qu'il n'adhère pas volontairement à qu'on le lui impose et qu'il n'a pas le choix. Mais c'était un autre débat. On va passer la parole pour Ah, peut-être pouvoir. j'ai pris un mauvais exemple. Oui. Bon, de toute façon, ce n'est pas bien grave. On est simplement en train de faire un décryptage. Il y a pas de bonnes et de mauvaises ou de mauvaises réponses. Donc, il y a Minga, Non, Minga je suis, Johanna je de suis dans les fautes, français. je peux parler, t'inquiète pas. Je sais que de fois, tu sais que je devrais essayer Ah, connecté, mais je d'accord. Ouais, dors. Vanessa, Mais cette fois-ci, je suis connectée, je ne dors pas. Ok, parfait. C'est tant mieux. On t'écoute donc, Vanessa. D'accord, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Alors, je pense S'il te que... plaît, vous prendrez la parole juste après Vanessa, hein, qui est montée avant vous. D'accord.
Je pense que la thématique aujourd'hui, c'est la pensée de MK qui parle qui parle des lois, c'est ça, hein? Oui, des lois, du respect des lois. Le texte dit, je vais relire les phrases. D'accord. Il est sans doute bon que les citoyens aient peur de la loi. Point. Il est encore mieux qu'ils adhèrent à la loi, c'est-à-dire qu'ils adhèrent eux-mêmes, qu'ils pensent que la loi est bonne et qu'ils y adhèrent. Que non, je veux cette loi-là parce qu'elle me semble juste et je vais la respecter moi-même parce qu'elle me semble juste. Et il continue donc en disant, troisième phrase, la peur de la loi cache le désir de s'en démarquer à la première occasion. Donc quand on a seulement peur de la loi, ça cache le désir de se démarquer, c'est-à-dire de fuir cette loi-là dès que ce sera possible. D'accord, ok, merci. Je pense que cette pensée du professeur, ça parle à tout le monde parce que aucun Camerounais peut dire qu'il n'a jamais entendu des discours du genre. Le problème du Cameroun, ce n'est pas le président de la République, c'est nous, c'est notre mentalité. À chaque fois, on fait croire aux Camerounais que tout ce qui arrive, c'est à cause de notre mentalité, qu'on a une mauvaise mentalité par rapport aux autres. Les Camerounais, ils jettent de la poubelle partout. Les Camerounais ne respectent rien. Si on veut quelque chose de change, il faudrait d'abord qu'on change notre mentalité. Donc, le professeur vient avec ce test pour nous faire comprendre que le problème, ce n'est pas la mentalité des Camerounais, c'est bien au contraire, c'est la loi. Dans tout pays, que ce soit aux États-Unis, en France où on vit, ou même dans les pays, certains pays en Afrique où on respecte les lois. Si vous voyez ces pays-là se ordonner, c'est parce qu'il y a des lois qui sont mises en place et il y a tout qui est mis en place aussi pour que la population respecte ces lois-là. Si on ne respecte pas les lois dans un pays, ça sera tout simplement ce qu'on voit au Cameroun. Donc, il faudrait exactement qu'on respecte les lois. Il faudrait qu'on respecte les lois. Que ça soit même au niveau, comment vous expliquer, même, on a parlé tout à l'heure des personnes qui conduisent. Si tu vois une personne qui grille un feu rouge, parce qu'il sait que s'il grille le feu rouge, rien ne sera fait devant. En Europe, si tu ne paies pas ta ceinture de sécurité, tu prends 90 € d'amende. Si tu grilles un feu rouge, tu prends une amende. Tu es même un piéton. Quand le bonhomme vert ne s'affiche pas, tu traverses, tu vas prendre ton amende. Donc, tout ce qui régit un pays, ce sont les lois. C'est les lois qui régissent un pays. Dans tout pays, il n'y a pas un pays où on va te dire que oui, les Blancs sont plus intelligents que nous, c'est faux. Les Blancs sont plus ordonnés que nous, c'est faux. En Europe, ici, même quand une personne tombe dans la rue, on te dit, Madame, vous allez bien. C'est pas qu'ils sont très gentils. Non, 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 c'est très faux. C'est ça qu'on appelle assistante à la personne en danger. Tu n'assistes pas à la personne en danger, tu prends une amende de quoi? C'est 120 000 € qui disent là. Je ne dis pas de bêtises et 3 ans d'emprisonnement. Donc, dans tout pays, il faut les lois, il faut les respecter. Au Cameroun, on a les lois, mais ces lois ne sont pas respectées. Pourquoi? Pourquoi on ne respecte pas les lois? C'est eux qui savent pourquoi. Moi, je dis ceci, si on demande à un président de la République, le professeur Moïse Kamto, qui viendra au pouvoir, il y aura des lois, comme ce qu'il y en a déjà, parce qu'au Cameroun, il y a les lois. Hein. Ah oui, oui, il y a des lois. Parce que quand ils veulent te sortir les lois, tu te rends compte que, mais en fait, il y avait telle loi, telle loi, telle loi. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire en sorte que la population respecte les lois. Même les gens qui détournent les fonds. On dit, oui, les Camerounais, c'est des grands quoi, c'est des grands fémans, c'est des grands détourneurs. Mais vous pensez que si un ministre de la République détourne, parce qu'on va dire que oui, le Paul Biamé, les gens en prison tous les jours, c'est faux. Que oui, il a créé Épervier, ça s'appelle comment là? Opération Épervier, Opération épervier, tout à fait. Épervier, exactement, Te pour mettre les blesse gens en pas, s'il prison. te plaît. Mais c'est faux. Merci le boy. Mais c'est faux. Il le fait juste quand il voit que son pouvoir est menacé. Si demain on demandera un président de la République qui sera au pouvoir, il faudrait qu'il fasse appliquer les lois. Tu détournes, on te prend, on te fout en prison. Et tu dois rembourser ce que tu as volé. Tu demandes, tu raquettes les gens en route, on te prend, on te fout en prison. On t'enlève tes grades. Vous allez voir que le pays va aller mieux. Il n'y a pas de solution. Tant que les lois ne seront pas appliquées, le pays va aller toujours de mal en pire. Donc moi, je trouve que cette pensée du professeur Moïse Kamto, c'est parfait, c'est nickel. Ça répond tout simplement à tous ceux qui disent que oui, le problème du Cameroun, c'est la mentalité, vous n'avez pas une bonne mentalité. Mais moi, je vois les Camerounais qui arrivent ici en Europe, ils se conforment bien aux lois. Et on ne te demande même pas, on t'oblige. Tu connais que si tu ne le fais pas, mais tu vas te choper des amendes de fou malade. Tu vas te choper des amendes, mais c'est de fou. Moi, je vous dis la vérité, tu te chopes des amendes même de fois pour rien. Tu stationnes même mal. Tu viens te retrouver qu'on a porté ta voiture, on est parti avec. Et les voitures, il y a des endroits où tu ne peux pas stationner à une certaine heure. On te dit que si tu vas stationner à telle heure, tu ne respectes pas les lois, on te prend. Même au niveau même de la conduite. On dit que oui, la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Mais l'autorité où? Pour faire respecter cette loi, pour respecter les règles de conduite, il n'y a pas. Au Cameroun, il n'y en a pas. Les gens filent, ils roulent comme ils veulent. Les gens roulent, ils sont même bourrés. Tu vois, les jeunes, ils partent en boîte de nuit.
Est-ce qu'on a des policiers en route qui font des tests d'alcoolémie? Tout ça là, tout ce qui régit un pays, c'est les lois. C'est tout. Encore que s'ils faisaient le test d'alcoolémie très souvent avec un billet de 1000 francs, ils allaient oublier le résultat du test. C'est ça un autre Exactement. problème. Donc la Non, non, corruption au est Cameroun, certainement au Cameroun, élevée. les tests se font avec 500. Tu donnes ça aux gendarmes ou aux policiers. Là. 500, tu passes ton test. Exactement. Le Ton professeur test vient de n'a pas fait C'est n'a pas simple. fait la magie au Cameroun. Le professeur n'a pas fait la magie au Cameroun. Il va juste continuer, même, je pense même qu'il ne va même pas mettre des nouvelles lois. Il va juste continuer, parce qu'au Cameroun, il y a trop les lois même. Il va juste continuer avec les lois qui sont déjà là. Parce que oui, au Cameroun, il y a déjà les lois. Hein. Il y a déjà les lois. Il faut juste continuer les lois, mais juste faire appliquer ces lois-là. Et avec ça, le pays va aller mieux. On va vivre aussi comme les autres pays. Tu vas pouvoir être un citoyen normal, que c'est pas parce que un commandant t'a regardé, tu as regardé sa femme un genre, il te prend et te jette en prison. Non. Il y aura des lois, il va faire en sorte que les autorités en place puissent respecter ces lois-là. Donc pour moi, c'est une pensée qui est très très profonde. Pour moi, c'est le résumé même du Cameroun. Hein. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette pensée-là, c'est le résumé tout simplement du Cameroun. Merci Vanessa, mais pour aller dans ton sens, je vais compléter avec un exemple très simple parce que nous avons jusqu'ici parlé beaucoup plus des gouvernants et peu des citoyens eux-mêmes. Naturellement, le professeur parle ici des citoyens, c'est-à-dire c'est tout le monde, y compris les gouvernants inclus. Et il dit bien, il est sans doute bon que les citoyens aient peur de la loi. Il est encore mieux qu'ils adhèrent à la loi. La peur de la loi cache le désir de s'en démarquer à la première occasion. L'adhésion à la loi, il complète, l'adhésion à la loi traduit la conscience de son utilité indispensable au fonctionnement harmonieux de la société. C'est effectivement ce que tu disais. Prenons l'exemple trivial, d'ailleurs, que le professeur Mouskam a souvent souligné, l'occupation de la voirie publique. La voirie publique, ce sont les routes, c'est généralement les trottoirs et chaussées que vous voyez dans les marchés ou aux abords des marchés dans nos villes. Quand vous passez la nuit, tout est vraiment super vaste. Il y a de grandes avenues, de grandes allées où tout le monde peut circuler sans aucun problème. Mais quand vous y passez en journée, durant les heures d'activité des commerçants et des commerces, vous avez l'impression que la route est une piste est toute étroite. Pourquoi? Parce que les gens s'installent de manière anarchique. Et ça montre bien que le citoyen aussi a sa propension à ne pas vouloir forcément respecter les lois du pays, qu'il souhaiterait même s'en démarquer dès que c'est possible. Dès qu'on lui laisse la possibilité de s'installer de manière anarchique, il le fait. Mais encore une fois, cela revient simplement à quoi? À la nécessité que derrière la loi, qui est également l'application de la loi qui se fasse. Et non pas qu'on délègue 150 000 policiers à partir du moment où le professeur Moïse Kamto dit qu'il veut faire un meeting. Dès que le professeur Kamto doit faire un meeting, non, là, l'armée fait son travail, la police fait son travail et tout. Si jamais, par contre, il y a des agressions en cours, on les appelle, ils ne viennent pas forcément. Vous ne pouvez pas non plus compter sur eux pour venir faire déguerpir les gens qui occupent de manière anarchique l'espace public. Il y a la police municipale qui le fait de temps à autre, mais les gens y reviennent toujours parce que naturellement, derrière, il manque un aspect, celui justement de la sanction qui fait peur, celui que la sanction sera exécutée forcément, et donc la crainte de violer la loi parce que vous savez que la sanction derrière sera quelque chose de terrible à supporter, vous empêche finalement d'enfreindre la loi en question et vous oblige à devoir respecter les normes. Et il y a des exemples même en Afrique qui nous montrent que ce n'est pas le peuple qui fait le nécessaire, ce sont ses dirigeants. D'où le problème est toujours au niveau des dirigeants, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun. Pourquoi? Un exemple simple, le Rwanda était l'un des pays les plus corrompus au monde avant le génocide. C'était l'un des pays les plus déstructurés. Il ne faisait pas envie. D'ailleurs, quand on vous qualifiait comme étant ceux qui viennent de cette ère géographique-là, rwandais, somaliens et consorts, c'était une insulte carrément parce que c'est des pays très compliqués d'un point de vue Même maintenant, social. Ben, aujourd'hui, ça a totalement changé. Pourquoi? Les gens violaient aussi les feux, comme chez nous au Cameroun. Les gens s'installaient de manière anarchique. Les gens jetaient des ordures partout. On se débarrassait de tout partout dans la rue, comme chez nous. À partir du moment où un gouvernement est arrivé au pouvoir qui a dit désormais on va appliquer la sanction, c'est-à-dire si vous violez, vous enfreignez la loi, la sanction va vraiment s'appliquer, on se rend compte que si la loi est vraiment appliquée et que les sanctions derrière suivent les lois, quand on viole les dites lois, les gens respectent. C'est ce que tu disais tantôt pour les amendes. Lorsque vous enfreignez les règles ici, les amendes. Lorsqu'on vous dit non-assistance à personne en danger, vous savez que si vous n'assistez pas quelqu'un qui tombe là dans la rue, vous risquez vous-même
de payer cher dans votre portefeuille. Donc, ce n'est pas par humanisme forcément que vous le faites, mais parce que la loi vous impose de le faire et que vous savez que si vous ne le faites pas, vous risquez une sanction derrière qui peut être beaucoup plus lourde pour vous à supporter que si vous aviez pris 30 secondes ou une minute pour essayer d'assister la personne, de secourir la personne. C'est assez simple. Il faut donc simplement des lois, mais il faut surtout une gouvernance qui mette sur pied les institutions qui doivent faire surveiller et appliquer ces lois-là. C'est malheureusement pas le cas au Cameroun. Mettons des exemples simples pour les corps de métiers comme la police et la gendarmerie. Ce sont parmi les corps les plus corrompus dans notre pays. On le sait très bien. Pourquoi? Parce que la plupart des accidents qui sont causés par des véhicules qui ne devraient pas rouler parce ils ne pourraient pas passer les contrôles techniques. Il y a des vidéos, vous voyez l'état d'un véhicule qui roule sur la voie publique. Vous vous demandez, mais comment c'est possible au Cameroun? Ils ne peuvent pas avoir passé un contrôle technique, une visite technique avec un véhicule de ce type-là. S'il n'a pas passé la visite technique, le véhicule ne doit pas rouler parce que le premier réflexe du policier, lorsqu'on vous retrouve avec un véhicule qui n'a pas la visite technique, donc qui n'est pas forcément dans les conditions idoines de sécurité pour rouler sans créer des dommages à d'autres personnes, la première chose qu'on fait, c'est d'immobiliser votre véhicule et d'appeler un véhicule de fourrière pour venir le transporter et l'amener. Et vous avez des amendes fortes et lourdes à payer pour récupérer votre véhicule. Quand on est dans un pays où les choses fonctionnent de manière normale, ça ne se fait pas parce que les gens vont avoir peur qu'on enlève le véhicule et donc de payer de lourdes sommes derrière, sinon leur véhicule est confisqué et plus votre véhicule reste à la fourrière, plus les jours engrangent des suppléments, les jours de parking engrangent des suppléments dans l'amende. Or, au Cameroun, on va trouver des véhicules de transport, notamment sur la ville de Douala, qui transportent des conteneurs. Vous voyez parfois des véhicules qui transportent d'énormes billes de bois, donc des véhicules, des engins lourds, avec des pneus qui sont complètement usés et presque déchiquetés. Et on se demande comment ils font pour rouler, mais simplement parce qu'à chaque contrôle, ils vont donner 1000 francs, 2000, et puis ils vont pouvoir continuer. Il y a des vidéos où les gens ils ne prennent même pas les dossiers pour voir s'il y a l'assurance, qui est le premier document qu'on doit vérifier si vous avez. Est-ce que si vous causez un dommage à quelqu'un, vous êtes assuré pour pouvoir couvrir les dommages en question? On ne va même pas aller le regarder si vous avez déjà glissé le billet. Donc, encore une fois, c'est parce que les dirigeants en place ne mettent pas sur pied les institutions qui sont suffisamment rigides pour appliquer les lois, que les lois en question sont violées par les citoyens. Mais c'est de la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de M. Biya et de son gouvernement. Comme ils sont eux-mêmes les premiers violeurs de la loi, donc les premiers à enfreindre les lois, ils sont obligés naturellement de fermer les yeux sur ceux qui en dessous font pareil, vu qu'ils ne peuvent pas donner de leçons de morale à des personnes qui disent mais vous-même vous faites pire que ça, ne venez pas nous donner de leçons de morale. Et en définitive, on revient toujours à un des fléaux fondamentaux de notre société, la corruption. C'est parce que derrière les réseaux de la corruption remontent jusqu'au plus haut dirigeant. Donc le policier sur la route, il prendra 1000 francs par voiture, il remontera 100 000 à son commissaire à la fin de la journée. Tous les agents qui ont été envoyés dans différents postes vont remonter 100 000 chacun. Et puis, le commissaire, lui aussi, il va envoyer au directeur, peut-être au-dessus de lui, une enveloppe à la fin de la journée d'1 million, ainsi de suite. Dans une chaîne pareille, il est tout à fait normal que les violations des lois se perpétuent au niveau des populations. Mais quand les lois sont respectées, quand les dirigeants en place mettent sur pied les structures suffisamment rigides pour s'assurer que les lois vont être observées par les citoyens ne peuvent pas violer les lois. On ne peut donc pas simplement rejeter la faute sur les citoyens. C'est d'abord un défaut fondamental de la gouvernance que nous avons actuellement au Cameroun. Minga Johanna, c'est à vous. C'est moi. Je ne vais pas trop parler parce que vous avez déjà donné presque toute la réponse parce que vous parlez beaucoup. Donc, vous avez presque... Vanessa aussi était dans la même lancée que moi. Je vais juste mettre un petit grain de sel dessus. Pour moi, vous avez parlé des pensées du président élu Moïse Kamto. Le président élu Moïse Kamto, c'est quelqu'un qui prend son temps à analyser le Cameroun et en même temps, c'est quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle, ce qu'on va dire, la tendance de ce qui se passe au Cameroun. Donc, ses pensées est vraiment sorti un bon moment parce que quand il parle de la loi, pour moi, la loi, c'est la première clé d'un pays qui est en phase du développement. Ça veut dire, en même temps, quand on parle de la loi aussi, c'est quelque chose qu'on met dans un pays qui fait partie aussi, qui instruit un peuple et encadre un peuple dans ce qu'on appelle, dans un pays qui est dans ce qu'on appelle l'avancement, l'émergence.
Mais quand on voit le Cameroun, si le Cameroun est ce qu'il est, c'est parce que nous avons un pays qui a perdu la loi. Et ce qui fait que nous avons tendance à dire que nous sommes les Nangaboko. Parce que quand un chef d'État, à la première, n'est pas présent pour son peuple, ça fait partie de la loi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas à son poste, il ne respecte pas les réglementations faites en place qui sont la loi et de tout ce qu'on a mis au Cameroun pour encadrer un peuple. Maintenant, je vais finir pour dire, est-ce que nous avons la chance d'avoir la loi au pays? Il faut seulement que nous sortons tous pour changer tout ça. On peut pas dire, il n'y a que nous qui pouvons mettre en place la vraie loi pour que nous tous, nous avons ce qu'on appelle la sécurité de ce que nous voyons dans d'autres pays parce que la loi est respectée. Au Cameroun, la loi n'est pas respectée parce que depuis on a laissé faire, ça fait 42 ans qu'on ne respecte pas la loi. Cette pensée est vraiment fait partie du noyau de nos problèmes parce que la loi n'a pas été respectée, qui fait partie qu'on a violé les mandats et la signature de Ngongor aussi, qui normalement ça devait faire 6 mois, il est déjà 7 ans avec ce qu'on appelle haute instruction, il a violé la loi. Et c'est ça qui est notre mal profond, qui est la loi. Parce que si la loi n'est pas respectée au Cameroun, parce que la plupart des Camerounais, quand vous parlez à un Camerounais, il a peur parce qu'il sait qu'au Cameroun, il n'est pas en sécurité, parce que la loi n'est pas respectée au Cameroun. Selon les mandats que vous êtes en train de dire, est-ce que vous voulez que on donne combien pour quelqu'un qui est élu à 5 ans? Moi, je trouve que 5 ans, c'est petit, mais je rêve d'un pays, si le président élu Moïse Kamto arrive, qu'on met un référendum, que le peuple a un moment pour destituer un président. Donc, ça veut dire qu'on donne 7 ans. Quand le Cameroun peut déjà changer et qu'on met en place un référendum, que le peuple a un moment qu'il a élu un président et qu'il se sent que le président là, il n'est pas là pour lui, le peuple peut décider de le destituer. C'est mon rêve du Cameroun. Merci, je vais laisser la place aux autres. Merci pour la proposition, en tout cas pour la suggestion ou l'idée, qui n'est pas totalement dénuée de sens. Si les gens n'ont pas bien compris, je vais répéter l'idée de Minga Yohana, c'est simplement de dire qu'en cours de mandat, le peuple peut décider par référendum de retirer le mandat qu'il a confié à un président. Donc, mettons, le mandat est de 7 ans, vous avez gouverné pendant 3 ans, vous gouvernez de la façon de M. Biya. En 3 ans, on se rend compte que vous avez détruit toutes les structures. 700 sociétés d'État sont totalement dilapidées. Les services élémentaires ne sont plus là, l'eau, l'électricité et autres. Et puis vous décidez, non, on ne va pas le laisser terminer. Le peuple décide donc de faire un référendum et de voter donc pour destituer le président de la République en cours de mandat. Qui sait, ce serait toujours une proposition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on invite de plus en plus les femmes à s'intéresser aux questions politiques, à participer au débat politique, parce que c'est des idées comme ça qui peuvent permettre également de faire en sorte que M. Biya, si on avait une loi de ce type, M. Biya n'aurait pas eu le courage de faire un mandat de 7 ans en passant pratiquement 3 ans à Genève. Parce qu'il sait qu'au bout de 40 jours, 45 jours, comme c'était le cas la dernière fois, le peuple dirait, bon, comme on n'a pas de dirigeant sur place, on peut faire un référendum pour lui enlever donc la confiance qu'on lui a donnée. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans certains régimes, mais qui sont plus des régimes parlementaires, c'est notamment ou semi-parlementaires. Vous prenez par exemple le cas de l'Italie. En Italie, c'est le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Donc, c'est le parti majoritaire au Parlement qui nomme le Premier ministre. Et le Premier ministre, en réalité, c'est celui qui est le chef du gouvernement, parce qu'il n'y a pas le président de la République là-bas, c'est plus à titre honorifique. Donc, c'est au Parlement qu'on décide de qui sera le gouverneur. Or, si vous n'avez pas la confiance, c'est-à-dire si à un moment donné, les gens à l'Assemblée estiment que celui qui gouverne n'est pas correct, on engage votre confiance, on fait donc un vote de confiance. Et si les gens votent contre vous, c'est-à-dire qu'on ne vote pas suffisamment pour vous, vous êtes destitué, votre gouvernement est dissous. Donc, ce serait une manière, effectivement, de contrebalancer les pouvoirs. C'est ce qu'on appelle, Minga Yohana, les contre-pouvoirs.
Dans le cas du Cameroun, c'est la séparation des pouvoirs normalement qui joue comme contre-pouvoir. C'est le Parlement, c'est la justice qui joue comme contre-pouvoir, mais il n'y a pas encore le mécanisme direct de sanction du peuple en cours de mandat, comme vous le suggérez. C'est une très belle suggestion à mon sens, d'où j'ai dit toujours les femmes camerounaises devraient de plus en plus s'impliquer dans la politique parce que ce sont ces idées-là qui peuvent permettre d'évoluer et d'encadrer l'exercice d'un mandat pour éviter que Wilfried Ekanga, en cours de mandat, ne pense qu'il puisse dilapider 500 milliards de francs CFA pour ses petits séjours privés à Dubaï ou ailleurs et qu'il se dise, ben, si je le fais, le peuple va me destituer. Donc, je passe la parole à Le Je Boy. descends. Je vais laisser ma place à quelqu'un Très bien, d'autre. pas de souci. Ok, Bonne bonsoir. soirée. N'hésitez pas à revenir hein, quand vous voulez. C'était très Merci. donc, votre prise de parole. N'hésitez pas à revenir lorsque vous voulez. Bonsoir à tous. Là, tu Oui. nous fais revivre un peu nos cours de philosophie. C'est extraordinaire à quel point M. Maurice Kamto nous permet de pousser un peu la pensée à chaque fois et de travailler notre intellect dans la réflexion et de s'éloigner un peu de la bêtise au quotidien. Dans un premier temps, je vais développer deux aspects. Quand je vois le test, il y a deux aspects. La première chose, c'est de la loi ou bien l'État de manière générale comme une source d'oppression, ou alors l'État comme ou la loi comme une source de satisfaction qui pousse les individus, Tapotez, s'il vous plaît. notamment à adhérer. 150, pardon, tapotez et partagez le live pour le sécuriser. Tapotez, s'il vous plaît. Ok. Ce que je vais dire, c'est que la loi, un individu, un citoyen lambda va adhérer à une loi uniquement si elle se sent protégé par cette loi. S'il se sent protégé par cette loi. Notamment, dans les États bananiers comme au Cameroun actuellement, on va plus utiliser la théorie de Machiavel, qui dit que s'il faut choisir entre être aimé ou être craint, pour diriger le peuple longtemps, je préfère être craint. Et par conséquent, il y aura une conception très répressive de la loi. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Et je vais corroborer cela avec notamment Karl Marx qui nous dit que l'État, ou alors la loi ici de manière reformulée, est un outil d'oppression qui est utilisé par les classes dominantes afin d'asservir les classes prédominées. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui au Cameroun. C'est que on se rend compte, le citoyen se rend compte que la loi est un outil utilisé notamment par les dirigeants uniquement pour oppresser le peuple. Quand on voit un individu, par exemple, comme Atangadi, qui trimballe la loi de gauche à droite, qui joue le rôle à la fois de justicier, il dit qu'il va enfermer une personne sans procès, il déclare déjà la condamnation sans procès, il décide de nommer qui il veut dans les partis politiques de l'opposition, il s'inclut un peu partout et il utilise comment dire, le parapluie de la loi pour justifier ses actes. C'est-à-dire que quand on est face à un tel individu, est-ce qu'il faille toujours continuer à obéir parce que cet individu représente la loi? Est-ce qu'il faille obéir aveuglement parce qu'il faut être un citoyen modèle pour respecter la loi? C'est dans ce sens que je vais essayer de m'inscrire en faux avec une citation de Martin Luther King qui disait que c'est un devoir de s'opposer à des lois injustes. Et je pense que justement, si on a envie notamment d'avoir un leader éclairé comme Maurice Kamto, qui a besoin notamment de l'adhésion des citoyens à la loi, il faille que le citoyen se ressente que cette loi le protège. Notamment, quand on regarde l'étude de Thomas Hobbes qui traduit le fait que, à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire que dans un état où il n'y a pas la loi, les individus vont toujours, de manière égoïste, prôner leurs intérêts personnels. En prônant leurs intérêts personnels, il se peut qu'ils vont asservir les autres individus. Ah bon, l'individu lambda va estimer qu'il a besoin de la loi pour pouvoir le réguler, pour pouvoir réguler la société. D'où l'importance notamment des lois, ou l'importance également d'avoir les institutions fortes. Et c'est dans ce sens-là que le citoyen pourra adhérer à la loi. Maintenant, le plus important pour l'adhésion collective à la loi, c'est l'impartialité de la loi. Aujourd'hui au Cameroun, j'avais eu, il y a de cela 3 ans, j'ai eu une sœur qui était sur une moto,
qui a été renversé par un tricycle, par exemple, et euh, le chauffeur de la moto est décédé, et ma belle-sœur a été ramenée à l'hôpital, et son pied était totalement déboîté et tout. On a dépensé plus de 1 million sur elle, et le chauffeur du tricycle avait fui. On avait bloqué le tricycle à la maison, et son frère, le frère du chauffeur, était venu pour réclamer le tricycle. On lui a demandé où était son frère, il ne disait pas. Lui, on l'a arrêté. Et quand il a senti qu'il pouvait repartir en prison, il est parti montrer son frère. On les a juste demandé de rembourser les frais parce que les individus n'avaient pas d'assurance, comme la plupart au Cameroun. Mais ils ont préféré payer. Ils ont appelé l'un de leurs cousins ou bien oncles, qui était une personne connue, qui les a fait sortir de prison. Ma belle-sœur en question, elle aussi étant dans du centre, elle avait les positions aussi un peu. Elle est sortie de prison, elle est partie voir l'un de ses oncles aussi qui était bien placé. Et en haut, on a commencé à avoir des ping-pong en haut de qui a la meilleure position, qui a la meilleure position. Et c'est ça le problème au Cameroun. C'est que les personnes même qui sont en charge de la loi sont les premiers corrompus. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, c'est ce que nous disons tous ici d'ailleurs depuis le début. Le problème qui se pose, c'est les gouvernants, c'est le système que le C'est le gouvernement a système installé gouvernant. de corruption et de trafic d'influence, voilà, d'abus de pouvoir, de position dominante. C'est ça le problème. Le problème n'est pas la loi en elle-même. Donc, quand vous Justement. parlez d'Atangandi, et je dis pas que vous l'avez dit que c'est le problème, hein, mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Quand vous parlez de M. Atangandi, par exemple, le ministre de l'administration territoriale, ben lui, c'est simplement parce qu'il ne maîtrise rien du tout. C'est simplement pour cela qu'on a quelqu'un qui fait des déclarations comme celle qu'il fait. Parce que s'il maîtrisait même un temps soit peu ces lois, parce qu'il y a un compte. Un compte, c'est d'abord un compte, c'est de connaître les lois Ouais. et de ne pas les appliquer. Lui, quand il s'exprime, on sent qu'il ne maîtrise pas les lois. Quand il parle, il dit, mais l'État est un monstre froid. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'État est un monstre froid? Justement, c'est exactement ces conceptions-là qu'il a de la Est-ce loi. Il a de la loi comme un outil À quoi est-ce que d'opposition. cela renvoie? Cela ne renvoie à rien du tout. Quand il vous dit tel ne sera pas candidat, mais il n'a pas compétence pour savoir qui sera candidat ou pas. Il n'est pas membre de l'ECAM qui, en définitive, reçoit les candidatures et examine les candidatures avec son conseil électoral. Il n'est pas non plus membre du conseil constitutionnel pour statuer par la suite sur les candidatures lorsqu'il y a des conflits. Donc, c'est seulement que lui ne connaît pas les lois. Première chose. Deuxième chose, ce n'est pas parce qu'il manque des lois au Cameroun. C'est effectivement, comme vous le disiez, le problème de la mauvaise gouvernance et donc de la mauvaise application des lois qui donne lieu à toutes les dérives qui sont celles que vous avez mentionnées et d'autres dérives encore. Et on en vient justement à la suite de la pensée du professeur qui dit notamment que c'est en respectant la loi que les gouvernants ou ceux qui sont chargés d'assurer son application enseignent au reste des citoyens la nécessité d'adhérer à la loi. Si vous-même, vous ne respectez pas la loi, si vous-même, vous ne commencez pas par montrer l'exemple, et c'est pour ça que lui n'a jamais été inquiété, le professeur Moïse Kamto. On doit lui reconnaître que c'est quelqu'un qui a été d'une grande probité morale dans sa façon de gérer les affaires. Quand il était ministre délégué à la justice, s'il avait géré le petit portefeuille qu'il avait, même si c'est pas vraiment, il n'était pas vraiment titulaire du portefeuille, mais s'il avait essayé de gérer, utiliser sa position justement de ministre délégué pour essayer d'enfreindre les lois et peut-être de s'approprier des biens publics comme la plupart d'entre eux le font. C'est toujours avec la corruption. Tout ça, c'est sous fond de corruption toujours. Parce que quand vous allez parler de relations, ce sera généralement parce que tel connaît tel et puis il va aller donner des pots de vin. Et puis les pots de vin vont permettre à celui-là de venir vous dire, ben oui, tel a commis une infraction, mais laissez-le partir librement. C'est tout cela qu'il faut combattre. C'est d'ailleurs le sens même de notre engagement et de notre combat, de dire que la corruption qui est donc institutionnalisée, la corruption qui s'est généralisée par la gouvernance de M. Biya doit prendre fin désormais. C'est cette corruption-là qui empêche que les lois soient respectées. On se souvient très bien que l'article 66 de la Constitution nous parle par exemple de la déclaration des biens. Mais avant d'y venir, je vais d'abord passer la parole aux dames qui... Juste, j'avais pas terminé au fait. On ne peut pas être trop long parce que Ouais, là, justement, je vais chuter. oui, D'où la nécessité enfin d'adhérer à une loi, notamment doit prôner comment dire, la moralité de cette loi.
Quand on regarde par exemple un pays comme le Cameroun où on est dirigé par des individus qui ont 95 ans, qui ont les nez verts, même si la loi le dit, est-ce que c'est moral d'être dirigé par un individu qui aura 100 ans au pouvoir? Est-ce qu'il faille obéir à une telle loi? Alors, Donc, c'est ça les vraies questions. En fait. aucun Est-ce personne que n'oblige qui que ce soit à obéir à une loi injuste, c'est-à-dire qu'à un ordre surtout injuste. Personne ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. C'est ce que dit exactement la loi au Cameroun. Si les gens nous donnent l'impression justement qu'on peut être contraint ou autre, ce n'est pas vrai. Personne n'est contraint. En réalité, tout le monde pourrait refuser d'obéir à quelque chose d'injuste. Donc la loi elle-même n'est pas injuste en réalité. Ce n'est pas les lois qui sont déformées au Cameroun, ce sont ceux qui appliquent les lois qui sont déformées. Et ceux qui donnent des instructions pour aller violer la loi, qui sont des gens qui mettent d'autres dans des situations délicates. Des gens qui envoient par exemple des policiers faire de la torture sur des citoyens. On a vu le cas de Longuet Longuet qui était martyrisé, brimé et tout torturé pendant de longues minutes dans une vidéo tous ensemble. C'est un cas où on comprend très bien que les gens donnent des ordres pour aller violer les lois, mais chacun qui connaît quelles sont les lois de l'État devrait pouvoir dire à son supérieur hiérarchique, je ne suis pas contraint d'obéir à un ordre manifestement illégal et je ne peux pas être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. La loi ne m'ordonne pas d'interdire la manifestation du MRC. La loi ne m'ordonne pas d'interdire les meetings du MRC. Donc, je ne le ferai pas moi sous-préfet, même si Atangandji m'en donne l'ordre et m'y oblige. Donc, encore une fois, les lois sont bonnes. C'est la gouvernance qui transforme l'application de la loi. Et on aura beau tourner, le sujet reste toujours celui-là. Il faut simplement donc que nous ayons des gouvernants qui soient capables eux-mêmes de respecter les lois, qui aient une certaine probité morale, qui soient capables eux-mêmes d'abord de commencer par donner l'exemple. C'est ce que nous dit le professeur Maurice Kamto. Il faut d'abord que nous-mêmes, que les gouvernants, les dirigeants eux-mêmes donnent l'exemple du respect de la loi. Une fois qu'ils ont donné l'exemple du respect de la loi, c'est plus facile pour les gens en bas, c'est-à-dire pour le peuple en bas, de respecter ces lois-là. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce qu'à partir du moment où les lois sont respectées, il n'y a plus de situation dans laquelle on va penser que la loi est instrumentalisée pour le bénéfice d'une petite minorité, alors que l'extrême majorité est en train de souffrir justement de ces violations de la loi-là qui les prive de liberté, qui ne rend pas justice et autres. Donc, globalement, encore une fois, on peut clore là-dessus. Ce n'est pas la loi qui pose problème, c'est la gouvernance et l'application de la loi qui pose problème. Or, la gouvernance de M. Biya a installé un système qui est un système de violation permanente de la loi. Un exemple très clair. Que dit l'article 66 de la Constitution, par exemple? Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, tous ceux qui gèrent des portefeuilles des sociétés d'État et consorts, les sénateurs, les députés, les gens qui travaillent au bureau de l'Assemblée nationale ou autres, tous sont soumis à une même loi. Ils doivent tous faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. C'est la fameuse loi sur la déclaration des biens. Mais qui, qui parmi vous a déjà entendu un seul membre du gouvernement déclarer ses biens? Mais si aucun membre du gouvernement ne déclare ses biens, pourquoi vous voulez que le citoyen lambda qui est en bas accepte qu'il doive lui-même se plier à ces exigences-là? Il doit essayer de filouter aussi et dire, ben, si tout le monde ne respecte pas la loi, à ce moment-là, ben, à qui mieux? Moi aussi, j'essaye de trouver la manière de m'arranger dans mes intérêts pour ne pas respecter la loi. Parce que là, c'est la porte ouverte justement à la corruption. La déclaration en début de fonction ou en début de mandat et la déclaration en fin de mandat ou en fin de fonction pour ceux qui sont en fonction permettrait à tous de pouvoir rendre compte de l'enrichissement qu'ils ont pu générer au moment où ils ont eu des fonctions publiques. Et c'est cela qu'ils évitent. Et s'ils évitent eux-mêmes de respecter cette loi, c'est normal que le peuple évite aussi de le faire. Donc, au final, encore une fois, c'est les gouvernants qui doivent donner l'exemple, comme le dit le professeur Maurice Kamto. Et à partir du moment où ils donnent le bon exemple, tout le monde va suivre. Si tout le monde avait géré au gouvernement, comme le professeur Maurice Kamto, sans piller un seul franc, on n'aurait pas des journaux qui nous disent qu'en 6 ans, entre 2012 et 2018, 6 000 milliards ont été détournés au Cameroun et 40 ministres sont en prison. On n'aurait pas ces situations. Au fait, on ne s'est pas compris, au fait. Juste, je vais chuter en 30 secondes.
quand je parlais des lois injustes, comme je disais notamment que ce sont les classes prédominantes qui utilisent la loi, par exemple la modification de la Non, Constitution. je ne comprends pas très bien. Donnez-moi un exemple de loi. Je vous explique depuis que Justement, c'est ça que je suis en train de dire. c'est La l'application de la loi. modification, par exemple, de la Constitution Oui. en 2000, je ne sais pas si c'était en 2011, qui a notamment retiré comment dire, La la limitation limitation des des mandats. mandats. C'était Ça, c'est 2008. aujourd'hui. C'était Ok, 2008, la aujourd'hui, modification de la Constitution qui a fait sauter la limitation des mandats. Mais ça, pourquoi vous aujourd'hui, dites c'est de la loi, mais pour moi, pas c'est bon, une mais loi on ne peut pas non plus immorale dire que parce c'est qu'on a juste. des individus qui veulent se présenter à 100 ans. Et pourtant, s'il y avait toujours cette loi-là, c'est ça que je dis que ce sont les classes dominantes qui vont utiliser la loi pour asservir les classes prédominées, les en bas d'en bas comme nous. Il De a ce point de modifié la vue-là, Constitution, il a rendu ça légal et pourtant, elle n'est pas morale. C'est dans ce sens que je parlais au fait. oui, donc pour cet aspect-là, oui, dans ce cas, oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, Maureen, Maureen, décryptage.
Merci Maurice, merci pour cette parole très claire et que je comprends parfaitement. Oui, tu as fait mention d'une notion, la notion de la double peine pour des personnes généralement qui sont en fonction ou bien qui ont la garde, par exemple, d'un enfant et qui se rendraient coupables d'un délit vis-à-vis de ces enfants-là, comme par exemple le VIOL. Généralement, la peine est doublée pour celui qui a la garde de l'enfant parce que naturellement, c'était la personne qui était censée protéger l'enfant. C'est la même notion qui s'applique avec les dirigeants qui parfois sont de manière plus lourde lorsqu'ils enfreignent les lois que un citoyen lambda peut enfreindre et être sanctionné de manière moins lourde. C'est un principe effectivement qui existe aussi en droit camerounais et qui s'applique d'ailleurs parce qu'ils ont l'obligation de gérer un bon père de famille, y compris les dirigeants suprêmes du pays. Mais on revient toujours au même problème et à la même question, c'est la question de la violation de la loi, d'abord par les dirigeants eux-mêmes. Vous avez par exemple très simplement l'article 1er alinéa 3 de la Constitution du Cameroun qui dit que le français et l'anglais sont deux langues officielles d'égale valeur. Allez dans un bureau sur l'étendue du territoire, exprimez-vous en anglais. Quand vous n'êtes pas dans le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce qu'on vous sert, est-ce qu'on vous écoute, est-ce qu'on vous comprend, est-ce qu'on vous reçoit lorsque vous exprimez en anglais, alors que les deux langues sont censées être d'égale valeur? Qui est censé appliquer cela? C'est le président de la République, mais le président de la République lui-même, est-ce qu'il s'exprime en anglais, lui d'abord? On l'a entendu une fois dans un sommet, quelque part, c'était quelque chose de très pénible, l'exercice auquel il s'est prêté. Euh, donc, je ne veux même pas rentrer dedans parce que, voilà, il a un certain âge, donc on va essayer de respecter ça. Mais ça montre très bien que les premiers à ne pas respecter les règles dans notre pays, c'est les gouvernants et M. Biya en premier. C'est pour ça d'ailleurs que nous disons, on a la chance d'avoir le professeur Moïse Kamto. Regardez la pensée du professeur Moïse Kamto. Tous les jours, les textes sont en anglais. Si vous voyez ses prises de parole lorsqu'il doit faire une conférence, une partie en anglais, une partie en français, d'abord avant les questions des journalistes. Voilà comment on respecte les lois d'un pays qui disent ben, le pays est un pays bilingue avec deux langues officielles d'égale valeur que sont donc le français et l'anglais. On peut utiliser l'une et l'autre langue partout sur l'étendue du territoire, surtout dans les lieux publics et les offices publics et être totalement respecté. Je constate un truc assez bizarre. Il y a beaucoup trop de connexions de personnes qui, à la base, ne sont même pas intéressées à ce que nous disons là. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est la première fois que je note quelque chose de ce type. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Je note vraiment beaucoup de connexions en quelques secondes, des personnes qui sont totalement déconnectées de notre réalité, qui ne sont même pas des Camerounais. C'est assez étrange. Donc oui, je confirmais non simplement ce que tu disais. Donc Jeanne nous a rejoint sur le panel. Bonsoir. Ah, non, il y avait Agnès avant. Agnès, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous nos braves combattants. Et donc, voilà justement le sujet. Est-ce que tu peux me relire les premières phrases là? Parce que justement, j'écoute depuis le début, mais j'ai vu que beaucoup de personnes ont dit exactement ce que j'attendais de dire, mais bon, je peux rajouter quelque chose. D'accord, très bien. Alors, les premières phrases disent, je cite hein, entre guillemets, il est sans doute bon que les citoyens aient peur de la loi. Point. Il est encore mieux qu'ils adhèrent à la loi. Donc, que les citoyens adhèrent à la loi plutôt que d'en avoir peur seulement. Point. La troisième phrase, la peur de la loi cache le désir de s'en démarquer à la première occasion. Point. Et Ok. l'adhésion à la loi traduit la conscience de de son utilité indispensable au fonctionnement harmonieux de la société. Ok. Donc, bon, en cela, maintenant, je dirais que ce qui m'a profondément touchée, c'est les 10 commandements du professeur Maurice Kamto. Et enfin, comment dire, le commandement qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui de la troisième qui concernait la justice. Et donc, la justice englobe tout, ces commandements du vivre ensemble. La justice englobait un petit peu la totalité. Maintenant, nous sommes dans une société, comme on le sait, le respect de la loi n'est pas, enfin, le respect de la loi, l'application de la loi n'est pas celle qu'on attend. Et aussi, le citoyen
n'ont pas été vraiment imprégnés dans la connaissance de la loi, enfin de leurs droits et leurs devoirs. Maintenant, tout le monde avance un petit peu avec le bon sens. La société étant tellement désorganisée aujourd'hui, on ne sait plus à quel moment on fait bien ou qu'on fait mal. C'est parce que justement, elle est totalement gangrénée. Enfin, que je veux dire, la gangrénée par la corruption. Quand tu as un problème et que vas en justice, c'est à la tête du client, comme on dit, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr de t'en sortir. Donc, il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec les poubelles dans les villes. On sait que les maires et les délégués, comment dire, les maires et les conseillers municipaux, c'est à eux qu'on donne le budget qui devrait servir à nettoyer la ville. Mais le citoyen n'est pas au courant de ces lois, par exemple, alors qu'il pouvait faire des pétitions pour réclamer que les maires et ses conseillers municipaux fassent leur travail. Et au Cameroun, les gens sont tellement muselés qu'ils ne savent pas qu'ils ont des droits. Bon, ils ont des droits et aussi des devoirs. Ce qui fait que voilà, quand on arrive à ce point-là, on se rend compte que notre société a été complètement désorganisée et cela a été gangréné par la corruption. Donc, enfin, en gros, quand la phrase nous dit que le citoyen doit s'impliquer dans le respect de la loi, ce qui est embêtant, c'est que si le citoyen souhaite revendiquer quelque chose, il n'est pas, enfin, on n'est pas à même de répondre à ses attentes. Parce que justement, s'ils vont vers l'administration, ils ont l'impression que ils font mal parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et devoirs. Donc voilà, c'est ça. Il y a encore cette éducation qu'il faut apporter à notre peuple. Le Cameroun a été complètement désorganisé que nos citoyens ne savent pas à quel moment ils ont raison, à quel moment ils ont tort. Voilà, tu vois, c'est ce que je voulais rajouter en fait. Merci. Ok, je comprends très bien. Et je pense on peut faire remonter hein, ce problème justement de méconnaissance de la loi, mais surtout de crainte de l'autorité à la période de l'occupation dite coloniale en général. Mais moi, surtout, j'estime que c'est de l'occupation tout court, la période d'oppression. Pourquoi? Parce que ceux qui sont arrivés et qui ont été qualifiés de colons, mais qui étaient des occupants et des oppresseurs, utilisaient la manière répressive pour administrer, à un tel point que les personnes avaient une crainte de ceux qui étaient là donc et qui administraient. Et sur la base de cette crainte-là, avec la continuité et le prolongement du régime colonial en régime néocolonial, avec les mêmes méthodes de dictature, de férocité, les gens ont eu l'impression que les autorités généralement chargées de diriger l'État sont au-dessus des citoyens, doivent inspirer la crainte des citoyens. Alors que la réalité, c'est que dans un pays, surtout à partir du moment où on parle d'indépendance et d'autonomie, donc pseudo-indépendance entre guillemets, mais quand même indépendance, la réalité est que c'est le peuple maintenant qui donne le pouvoir aux dirigeants. Et donc, si c'est le peuple qui a donné le pouvoir aux dirigeants, le peuple ne doit pas en avoir peur. C'est la première des choses à retenir. C'est d'ailleurs pourquoi je vais relire l'article 2 de la Constitution qui nous dit que euh, la souveraineté appartient au peuple. C'est tout le peuple, c'est vous et moi, c'est chacun d'entre nous qui avons le pouvoir. Ce n'est pas autrement. C'est-à-dire que quand vous regardez M. Biya, ne le voyez pas comme quelqu'un qui est supérieur à vous. Il a une fonction de manière, il a un mandat qui lui donne une certaine prérogative et tout, mais il doit se soumettre aux lois exactement comme tout citoyen lambda. Ce n'est pas parce qu'il est le président de la République de fait au Cameroun qu'il peut se lever le matin et sortir dans la rue et tuer un individu et s'en aller. C'est pareil pour tout citoyen lambda. C'est donc pourquoi il est important toujours de repartir par les fondamentaux et les bases. Et la première des bases qu'il faut toujours avoir de manière fondamentale, c'est que le pouvoir appartient à chaque citoyen. Je dis bien chaque citoyen camerounais. Et l'État, normalement, assure l'égalité de tous devant la loi et nous protège tous. Donc, on est tous égaux. Le bulletin de vote de M. Paul Biya, lorsqu'il le jette dans le lieu, ne vaut pas deux. Ça ne compte pas double, alors que le bulletin de Vanessa ou de Jeanne
comptera simplement un. On est tous donc égaux devant la loi, on devrait donc tous pouvoir la respecter, même s'il y a des petites notions d'humilité dans lesquelles on ne va pas rentrer parce que ce serait long. Mais souvenez-vous toujours que la première des choses dont il faut se rappeler, c'est que c'est vous qui détenez le pouvoir. Écoutez très bien ce que dit l'article 2 de la Constitution. Article 2, alinéa 1er. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire. Il n'est qu'un intermédiaire. Mais la souveraineté appartient à qui? Au peuple. Je répète, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Donc, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui a le pouvoir. Ils ne sont que des intermédiaires pour exercer notre pouvoir. Et ce n'est que parce que nous leur donnons justement le mandat pour le faire. L'article 2 alinéa 1er est complète en disant aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est-à-dire que personne ne peut donner l'impression qu'il est au-dessus et que c'est lui qui a le pouvoir, qui détient le pouvoir de l'État. Non, c'est faux. Le pouvoir appartient au peuple. Et en définitive, ils ne sont que des intermédiaires, mais ils sont normalement exactement comme nous. Ils ne peuvent donc pas prétendre que parce qu'ils sont les gouvernants, c'est eux qui ont l'exercice du pouvoir. Ils ont le pouvoir, non. Ils n'ont que l'intermédiaire. Ce sont des mandataires pour exercer le pouvoir en notre nom. L'article 2, alinéa 2 dit « Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel. » Je répète, les autorités chargées de diriger l'État, donc M. Biya, le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et consorts, tous tiennent leur pouvoir du peuple camerounais, les juges, tous ceux que vous voyez là, les policiers, ils tiennent leur pouvoir du peuple camerounais. C'est ce que l'article 2 dit. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel. En réalité, ici, on se limite à deux catégories. Le président, qui est donc le chef de l'exécutif, et les membres du Parlement, qui sont donc le pouvoir législatif. Mais comme tous ceux-là sont ceux qui coordonnent presque l'entièreté, et que la Constitution dit aussi que la justice est rendue au nom du peuple camerounais, pour le peuple camerounais, toutes les institutions donc, de la République sont finalement donc, des institutions qui sont soumises au peuple camerounais et non pas l'inverse. Le problème qui se pose justement, et qui justifie les propos, que les a priori, les peurs que les gens ont, c'est que les gens ont cru que comme les colons dominaient, ils ne respectaient aucune loi et qu'ils ont transmis cette manière archaïque, dictatoriale, barbare de gérer aux pouvoirs successifs qui ont suivi. Il faut avoir peur du gouvernement, il ne faut pas en avoir. L'abus d'autorité, c'est ça qui se passe au Cameroun. Si te gusta este vestido súper primaveral,